On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, oui, 18h30. Ça y est, aujourd'hui j'ai retenu quand bien, même. Ça fait 2 mois. On va commencer par lui quand même parce qu'il est là. Titoff. Ouais. On est au rat. Stevie Boulet. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Et Fabrice Eboué. Un auditeur, ou plutôt une auditrice d'ailleurs, qui s'appelle Coralie, m'écrit: j'apprécie beaucoup votre émission et encore plus depuis que, Laurent, vous avez la voix cassée. Beaucoup plus agréable comme ça. Alors ne vous soignez pas trop vite. Oh, bah ça, de toute façon, il n'y a pas de danger. Ça fait 15 jours que mon médecin trouve pas. Alors, si vous avez des remèdes, n'hésitez pas. Parce que, Sirop de cordum. Pardon? Du sirop de cordum. Oh non, on va pas commencer là. Non, mais c'est vrai, il est tôt. Il est pas 16h05 que déjà, franchement, non, suffit. Ou le propolis, ou les miels. Le aussi. quoi? Le propolis? Oui, propolis. C'est une discothèque Ouais, où c'est on ça, trouve du près sirop de d'Orly, cordum. C'est une substance produite par les abeilles, il me semble. Vous voulez dire du miel? Non, C'est le truc au bout du... non. C'est le fameux truc au bout du propolis, dard. c'est une molécule qui protège la ruche, en fait. C'est devenu une sorte de mauvais rituel. L'humoriste Titoff arrive constamment en retard Même dans pas vrai. l'émission. On va se gêner, me dit Guillaume. 2, 5, 10 ou même 20 minutes de retard, c'est trop. Il faut que cela change. Un groupe sur Facebook a été créé pour que Titoff arrive enfin à l'heure à l'émission On va se gêner. J'invite tous les auditeurs à rejoindre ce groupe pour que Titoff arrive enfin à l'heure à On va se gêner. Le groupuscule pour la ponctualité, ça s'appelle. Ouais, c'est bien. Alors, il y a un autre groupe pour que Titoff soit remplacé par Jean Sarkozy qui lui est toujours à l'heure et même en avance. Très drôle. Ça, c'est moi qui viens de l'ajouter. Faut que je bosse un peu quand même. Comme quoi, hein, dis donc. Ah, oui, c'est normal, il y a des auditeurs puis il y a un animateur. Dans l'émission d'hier, des auditeurs avaient l'impression que les rires du public étaient enregistrés. Je ne sais pas si c'est le cas, mais vous pourriez en profiter pour enregistrer Titoff après chaque émission et le passer au début de la suivante. Ça, c'est vrai que c'est une idée qu'on n'avait pas eue. C'est pas idiot. Ah. Hello la bande. Ça fait plaisir d'arriver à l'heure. Hein, dis donc. Parmi les leçons de 4T possibles, sachez que les femmes doivent avoir la tête couverte par une mantille lors d'une audience privée avec le pape. C'est comme ça, c'est la règle. Ce n'est pas une véritable obligation, mais c'est une tradition protocolaire qu'a respectée Madame Fillon. Par contre, toutes les femmes doivent, et là c'est une obligation, être en noir, sauf les reines ou femmes d'État de confession catholique, comme la reine d'Espagne ou de Belgique, qui ont le droit d'être en blanc, ouais. comme le pape. Voilà, bah ça c'est une vraie précision, et Stevie, notre enfant de cœur, en fait, confirme. Pour votre gorge, Laurent, allez consulter un ostéopathe qui fait également de la biokinergie professionnelle. En une Oh là. séance, plus d'enrouement. La secte. Ça sent le dos au cul, ça. Ouais. Ah bah je vais garder quand même. Cher Laurent, et je vais terminer par ce mail. Cher Laurent, je viens d'entendre que Stevie était croyant, avait la foi et avait fait du catéchisme et même avait fait sa communion. Putain, tout ça pour ça, c'est signé Jésus. Au téléphone, 2 auditeurs qui patientent. J'espère qu'on vous a amusé en attendant. Brigitte et Christophe, bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Vous nous écoutez tous les jours, Brigitte? Oui. Faites quoi dans la vie, Brigitte? Je suis agricultrice. Agricultrice, dans quelle spécialité? La production de lait. Du lait. Ah oh là là, ma pauvre. Comme vous dites, oui. Ah, oui, pauvre, c'est le mot. Et alors ça va s'arranger, vous croyez, pour vous, Brigitte? Je pense pas. Ah, Bon, c'est bien l'espoir. C'était l'interview Fogiel. Voilà. L'espoir, on peut toujours espérer, mais bon, c'est mal barré, je pense. Combien de vaches vous avez? On a une 60aine de vaches à lait. 60 vaches à lait. C'est des Primalstein? Non, c'est des Simmental françaises. C'est bien, en plus. C'est une race de vache qui est mixte. C'est-à-dire qu'elle peut être aussi bien pour comme la Stevie. viande que pour le lait. Et notre lait part pour faire de l'époisse. Christophe habite Cholet, lui. Oui, bonjour Laurent. Alors faites quoi, Christophe? Je suis prof. Prof de quoi? Italien. Prof d'italien. Ah, Cholet. Alors moi, il speak du tout italien. J'essaye, Ouais, ça oui. fait pourtant quand même, allez, bien 10 ans que je vais là-bas tous les Ouais, étés. je savais.
et il y a rien à faire. Alors aussi tu parles. Come stai? je parle un peu ou une piccolo. Molto bene, tutto bene. Come stai? Mi chiamo Cristoforo, sono di Marsiglia. Vous avez entendu l'italien, on sent le type qui a ouvert un restaurant qui parle 3 mots, quoi. Margherita, Napolita, ouais. Et Pericoloso Sport Garcia, hein. Tu sais, c'est les Portugais qui ouvrent des pizzerias en se faisant passer pour des Italiens. Christophe, Brigitte, vous allez jouer, mais ce sera quand? Après la pub. Maintenant, là. Yeah! Non, après la pub, c'est elle qui a raison, elle a gagné. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier, on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie. A gagné une escapade avec repas gastronomique au Prestige Impérial, hôtel 3 étoiles bâti sous Napoléon III à Plombières-les-Bains. 4 jours, 3 nuits au cœur des Vosges méridionales. Et en plus, au cas où vous ennuieriez la nuit, sait-on jamais, vous gagnez 10 DVD de la collection Warner, 10 DVD de votre choix parmi les 185 films Warner de cette collection. Donc c'est pas mal ça quand même. Hein. Brigitte et Christophe, il y a de quoi vous motiver là. Vous êtes d'accord, prêts? Oui, moi je suis prête. Alors attention, à quelle occasion dans l'actualité aujourd'hui et ce matin dans tous les journaux, nous parle-t-on d'une bouteille de Château Pétrus 1961 remontée de la cave? Une bouteille de Château Pétrus 1961 remontée de la cave. À quelle occasion nous reparle-t-on de cette bouteille de Château Pétrus 61 remontée de la cave? La semaine du goût. Mais non, elle a la réponse. Vous avez la réponse, Brigitte? Elle a été donnée, mais je sais plus qui. Elle n'a pas été donnée en plus, non. Aux enchères? Non. Elle a été bue ou pas? Alors elle a été bue, c'est vrai, oui. À l'occasion de... Peut-être pas en entier. Oh bah c'était dommage, ils ont Elle est gaspillé. remontée de la mer, il l'avait... Non. Ça n'a rien à voir avec le crash au sud de la Corse. Non, c'est pas facile. C'est Borloo qui fêtait la fin de son week-end. Elle est sortie du crédit municipal? Non, c'est pas forcément une occasion joyeuse, hein, autant vous dire. Et c'est pour ça qu'ils l'ont bu qu'à C'était moitié? un enterrement? Non, pas un enterrement. C'est quelqu'un qui est mort et c'était son... L'anniversaire de la mort Un de quelqu'un. divorce? Non plus. L'anniversaire du 11 septembre. Non. Ah, je suis allé la chercher loin, ma question. Il y a autant un vous dire. testament derrière. Est-ce que c'était lié à quelqu'un qui est décédé et c'était son vin préféré? Exactement. Un Ah bah politique? non, bah c'est le cycliste. Et alors? Van der Ken. Ah, Van der Van Ken. der Ken. Dans sa chambre d'hôtel, il y avait une bouteille de Pétrus. Ah, il y avait 7 bouteilles qui étaient pas finies. Alors non, c'est pas. Alors je suis quand même obligé. Mais je vais. Frank Vandenbroek. Van der Broek. Oui, voilà. ça y est, c'est fait ça. Elle était bouchonnée et... Non, mais je vais être obligé d'accorder la bonne réponse à Joujou, puisque la réponse était à quelle occasion nous parle-t-on de cette bouteille de Château Pétrus ressortie de la cave? C'est effectivement à l'occasion de la mort de ce cycliste belge, mais bon, on n'a pas la réponse exacte, hein, Frank Van Den Broek, mais c'était quand même... Il est de 61, il était de 61 à Vandenbroek. Oui, non, mais c'est pas pour ça. Je vais être obligé d'accorder la bonne réponse à Jérémy Michalak. Bonne réponse, Joujou. Mais je connais pas l'histoire en vrai. Vous aviez le temps, hein, quand même, hein, l'un et l'autre. Oui. La cerise sur le gâteau, ça aurait été de me dire qu'en fait, c'était au moment de sa tentative de suicide, parce que là, il est mort d'une embolie pulmonaire, j'allais dire d'une embellie. Oui, embolie. D'une embolie pulmonaire, mais le pauvre avait déjà fait une tentative de suicide, et on nous rappelle qu'à cette occasion, c'est en tout cas lui qui l'écrivait dans son autobiographie, c'était en 2005 qu'il avait tenté une première fois de mettre fin à ses jours, et il raconte: je suis allé chercher une bouteille de vin la plus chère de ma cave, un Château Pétrus 61, et j'ai porté un toast à ma vie. J'avais demandé un conseil à un médecin avec de l'insuline, ça devait passer. C'est con, c'est gâché quand même une bouteille du Château. Oh bon, vous me direz, il en a profité puisqu'il est pas mort tout de suite quand même. Mais là, hélas, depuis. Et là, du coup, c'était au Beaujolais la dernière. C'était pourri, quoi. Il s'est suicidé au Boulaouane. Quelle horreur. La villageoise avec un cubi en plastique. Un peu de respect pour la famille Van Den Broek qui nous écoute peut-être en Belgique. Je suis désolé, Brigitte et Christophe, vous l'aviez pas lu? Moi, le décès de Vandenbroek, on le savait, mais... Ça, oui, mais... La relation avec la bouteille, non. Ah bah non, c'est ça. Et vous non plus, Brigitte? Non. Bah, c'est râpé, alors. Comment on dit, je suis un imbécile en italien? Sono un imbecille. Et en Choletais. Enfin, ne traitez pas nos auditeurs d'imbéciles alors qu'ils sont charmants et que c'était pas facile. C'est vrai que je corse un peu les questions parce que quand même, maintenant, Et vous l'aviez trouvé où dans le Parisien aujourd'hui. Ah ouais, bah oui. Io sono molto stupido. On vous embrasse l'un et l'autre. On se retrouve après avec des nouvelles questions. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus. Heureusement que vous arrivez parce que si vous saviez pendant la musique et pendant les pubs de quoi discutent Fabrice Eboué et Stevie. Mais non, mais il sait pas mettre un suppositoire normalement. Le suppositoire, faut le mettre du côté plat, pas du côté et arrondi. vous proposiez à lui mettre vous-même. Ah bah ça non, attends, ça va, j'aime perdre dans les poils. Oui, c'est ce genre de conversation que vous tenez en mon absence. Oui, on s'amuse bien. Ah, vous pouvez être fier de vous. Faut dire que vous êtes vous-même un suppôt du gouvernement. Non, mais c'est vrai que Paul, Oui. c'est dans ta Jaguar? Qu'est-ce que ça peut te faire, mon ami? Ouais, parce que je t'ai vu l'autre fois avec ton cigare dans ta Jaguar devant Bon, mais c'est quoi? C'est pas qu'est-ce que ça vrai. veut dire? Ah, il était beau, hein. Il a une Jaguar. Bien sûr. ouais. Ah non, mais il est blindé, ils ont eu raison, Europe 1, de lui diminuer son salaire. Alors. Laurent Ruquier, ça suffit. Si Non, vous mais voulez c'est, répondre à tout le challenge, retirez ce que vous venez de dire. Ah non, je retire ce que j'ai dit, mais quand même, moi j'en ai pas de Jaguar, Paul Vermus. Mais une belle en Oui, plus. mais c'est une vieille, c'est une vieille. Une vieille. Non, j'ai qu'une voiture, monsieur Vermus. Mais attention, c'est une Jaguar, mais elle fait ni de collection, ni neuve, en fait. C'est une vieille Jaguar d'occasion. C'est en fait la Jaguar entre les deux, quoi, tu vois. Il va falloir travailler là maintenant, Paul Vermus, pour payer l'essence. François Fillon a passé le week-end dernier à Rome, on le sait, on en a même parlé hier, on a parlé de la fameuse mantille de Pénélope Fillon qu'elle portait. Il y avait leurs deux fistons qui étaient là avec eux pour ce voyage à Rome, et quand même le Premier ministre français a été reçu en audience privée. Et là, le défi est énorme, Paul. Je veux savoir ce qu'ils se sont dit. Qu'est-ce que Benoît XVI et François Fillon se sont racontés? Ça a duré, paraît-il, une vingtaine de minutes. En 20 minutes, on a le temps quand même de se dire des choses, non? Mais là, vous me demandez l'impossible, Laurent. Ah, les voix du Seigneur pensez sont... vraiment que je vais m'entrer au Vatican? Ben oui, je suis sûr. Il suffit Vous avez raison, vous le saurez. un petit coup de fil à Benoît XVI ou à Pénélope Fillon, peu importe. Faites comme vous voulez, mais je veux le résultat avant 18h30, Paul. D'accord. Ça, c'est la première question. Évidemment, on va vous interroger aussi sur la polémique autour de Jean Sarkozy et de sa future nomination à la tête du pôle économique de la défense, l'EPAD. Alors, il est élu, c'est vrai, élu en tant que conseiller général du département. Vous me direz que bon, c'était pas très difficile à Neuilly quand on s'appelle Sarkozy de se faire élire. Hein. Il y aurait peut-être des terres électorales un peu plus difficiles, mais enfin bon, il est élu, c'est un fait. Mais en revanche, on nous dit que pour l'EPAD, dont il pourrait devenir président, il n'aurait pas les compétences requises et que ce seraient d'autres personnes qui dirigeraient évidemment à sa place. Mais alors, qui va réellement diriger l'EPAD si c'est Monsieur Jean Sarkozy qui est le président? Qui sera autour de lui pour avoir les compétences à sa place? Nous, on veut savoir. Bon, bah écoutez, on Qui sera le tâchera DG? d'avoir ces informations. Et puis peut-être, dites-nous aussi quels sont les diplômes qu'il va passer en 8 jours, quels sont les... Enfin, oui, on veut tout savoir. Hein. Vous connaissez le fils du président? Oui, bien sûr, Laurent. Vous savez, c'est une question de trop que vous venez de me poser. Et vous savez pertinemment que je connais tout le monde, y compris Benoît XVI. Et le fils de Benoît XVI, vous le Si vous connaissez? m'engagez à ce prix-là, Laurent, là, pour cette émission qui est très écoutée, c'est que je suis unique, non? On apprend aussi que Charles Pasqua va être chroniqueur dans une émission sur Paris Première qui s'appelle Cactus. Charles Pasqua, chroniqueur. Je me demande si avec Roger Carucci, on n'aurait pas donné des idées, Polo. Alors justement, il faut pas dire chroniqueur, faut dire débatteur. Débatteur. Oui. Il n'est pas chroniqueur, il a insisté. Il est débatteur. Bon alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement dans cette émission? Quelle sera la régularité de la présence de Charles Pasqua en dehors des procès, ça on imagine, mais quelle sera la régularité de Charles Pasqua dans cette émission? Et surtout, combien il va être payé? Quel est son cachet, on veut savoir. D'accord. D'accord? Je vous en dirai, oui, je parlerai de Cactus. J'ai des choses à dire là-dessus, d'ailleurs. Et puis on parle beaucoup de Diams, ce sera la dernière question, une question variété en ce moment avec le retour de Diams et un nouvel album, l'album SOS, après une longue absence. Il paraît que l'album est de la balle, comme on dit, c'est vraiment de la boulette, du bon, quoi. C'est ce que disent les rappeurs dans ces cas-là. En tout cas, la critique est déjà très bonne. En tout cas, ça fait déjà un carton chez les talibans. C'est numéro 1 à Kaboul. Alors évidemment, Fabrice Eboué dit ça parce que voilà, il se trouve qu'effectivement maintenant Diams se présente toujours tête couverte, et on l'a même vu entièrement voilée dans des photos de match puisqu'elle s'est convertie à l'islam. Mais on peut se convertir à l'islam sans pour autant effectivement porter ces tenues là et avoir la tête couverte. Alors où on en est? De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est pour la promo de l'album? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que enfin voilà, on veut alors la voix moins déjà, c'est pas mal. C'est moins facile là. Mais ouais, mais déjà il va falloir qu'il trouve qui c'est Diams. Non, on entre dans le domaine privé, c'est pour ça que je vous dis que c'est moins facile. Allez dans les appartements privés
privé du Saint-Père. Non. C'est facile. Moi, je peux vous donner des pistes quand même. C'est à la maison de disques. J'imagine qu'ils sont embarrassés, l'attaché de presse, tout ça, parce qu'il paraît qu'elle ne veut plus parler, évidemment, parce qu'elle a peur qu'on interroge là-dessus. Donc, je pense qu'auprès de la maison de disques, auprès des attachés de presse, vous pouvez nous en dire un peu plus, Polo. Très bien, alors. Je vous aide en plus, vous voyez. Oui, c'est gentil. Pour ce prix-là, vous pouvez m'aider. Hein. Quand C'est la même, moindre des choses. voilà. Faire le plein de la voiture. Et puis, Non, mais c'est tout. On s'arrête là. Vous avez raison. C'est déjà Allez, pas mal. On s'arrête là. On se dit au revoir. On se dit à tout à l'heure. Si vous nous ramenez tout ça, franchement là. Ah oui, et puis ce qui serait bien aussi, c'est si vous pouviez inventer la rumeur d'une liaison entre Diams et Jean Sarkozy, ça ferait marrer tout le monde. Il va être obligé de se reconvertir encore une fois. Là. Bon, allez, Ça fait beaucoup. Ah non, attention, vous allez être engagé à Ciné Hebdo. Ah non. Pas de procès. On se retrouve dans un instant. Merci Polo. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. La chanteuse Olivia Ruiz sera prochainement en tournée dans toute la France et Europe 1 vous propose d'assister à l'un de ses concerts. Alors pour cela, rendez-vous dès maintenant sur le site www.europe1.fr. Et sur Europe 1, on continue de jouer avec l'actu avec Laurent Ruquier. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Décédé il y a 1 an, on vient d'ouvrir samedi un musée consacré à sa vie d'homme. De qui s'agit-il? Décédé il y a 1 an, on vient d'ouvrir un musée consacré à sa vie d'homme. De qui s'agit-il? C'est un Français, le garçon? Ce n'est pas un Français. Un Amerloc, le garçon? Non plus. L'homme de Cro-Magnon? Non. Il est pas décédé il y a 1 an, l'homme de Cro-Magnon. Il y en a, j'en ai croisé, moi. C'est un anglais? Chabal. C'est en Europe, hein. C'est en Europe. Il est anglais, le type qui est mort? Non, du tout. Allemand, non. Espagnol. Non. Suisse? Polonais? Non. Tchèque? Non. Hollandais. Hollandais, non. L'Europe de l'Est? L'Europe de l'Est, non. À Slovène? Slovène, non. Norvège? Non, pas la Europe de Norvège. l'Est, non. Je dirais pas non. De la Suisse? Non. C'est Croatie, j'ai l'impression. Non, L'Autrichien, tout ça. l'Autrichien. Un Autrichien. Un Autrichien. C'est un Autrichien. Voilà. Décédé il y a 1 an. Il est vraiment mort il y a 1 an, on l'a découvert. Ah, le chef du parti, l'homosexuel qui est mort dans, le chef du parti politique, d'extrême droite, qui est mort dans un accident de voiture. Jörg Haider. Jörg Haider, bonne réponse de Joujou. C'est moi qui ai trouvé. C'est moi qui ai trouvé. Faut le nom. Moi, c'est du replay. Non mais vous, Stevie, vous avez dit le chef d'un parti politique autrichien. Là, lui, il a dit homosexuel. Tout ça est vrai. Il faut dire Jörg Haider. Mais il fallait dire Jörg Bah oui, Haider. mais ça, c'était ma conclusion. Non, c'est Joujou, Faut dire avant qu'il La sait. vieille réflexion. C'est pas Joujou, c'est Chouchou, le chouchou. Un musée consacré à l'ancien dirigeant de l'extrême droite autrichienne a été inauguré samedi et il faut rappeler qu'effectivement il est mort dans la nuit du 11 octobre 2008, c'était il y a pile 1 an, dans un accident de la route. Il roulait à tombeau ouvert et en état d'ivresse sur une petite route de campagne et pianotait d'une main sur son téléphone portable alors qu'il venait d'avoir une violente dispute avec son amant Stéphane Petzner, 26 ans, son adjoint au sein du parti de l'Alliance pour l'avenir de l'Autriche. Jörg Haider, en tout cas, reste présent dans la mémoire de nombreux Autrichiens, au point donc qu'un musée lui est désormais consacré, inauguré en bordure de Klagenfurt, la capitale du Land de Carinthie, on dit, ou Carinthie, dont il a été le gouverneur, voilà. Et il y avait une manifestation en sa mémoire sur les lieux de l'accident. On voit un Autrichien, le bras tatoué avec le visage de Jörg Haider sur l'épaule. C'est assez fou quand même parce que le visage de Jörg Haider sur l'épaule, c'est assez fou quand même parce que c'est assez étonnant qu'un mec qui soit à la fois homosexuel et à la fois d'extrême droite. On a Stevie ici. C'est un Stevie tendance hard. Reste comme ça dans la mémoire parce qu'ils auraient pu le rejeter parce que finalement ils ont appris ça au moment de l'accident, ils le savaient pas avant. Donc c'est quand même assez étonnant qu'un an après il reste comme ça une sorte d'icône, de symbole. Putain, la tronche du mec. Vous voyez qui c'est, Jörg Haider? Ah ouais, il était plutôt beau gosse en plus bah voyez, de tiens, mémoire. voilà. Bah ouais, non mais c'était un bel homme. C'est quand même fou au point de consacrer un musée quand même. Il faut dire les choses. Musée qui fut inauguré par Frédéric. Ah non. Il peut pas être dans tous les mauvais coups, non.
C'est quand même bien. Le nom était assez curieux déjà. Jörg Haider, ça faisait parce que il était pas très sympathique cet homme-là quand même. Oh, pas sympathique. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu parles pas autrichien. Parce que tu l'as pas connu en soirée. Hein. On a fait des fêtes pas mal à une époque. Hein. Jörg Haider. Non, c'est curieux quand même. Je pensais pas qu'il y avait une mouvance homo extrême droite. Ça c'est assez quelque chose qui me surprend. Bah, ça veut dire qu'il se fait pas sodomiser par des noirs, c'est tout, quoi. C'est le seul truc. C'est le Figaro qui consacrait une demi-page, évidemment. Le Figaro consacre une demi-page à ça. En revanche, aujourd'hui dans le Figaro, en une, il n'y a pas un mot sur Jean Sarkozy. Vous avez remarqué? Ça, c'est. Ah oui, c'est drôle, ça, effectivement. Ça, c'est un journal vachement objectif. C'est-à-dire que ça fait la une de tous les journaux. Et à la une du Figaro, t'as beau chercher. Peut-être même il a pas de fils, Nicolas Sarkozy. Peut-être. Comment vous expliquez ça, Bonaldi, vous? Il y avait sur 22h, l'excellent 22h30, le journal sur Europe 1 hier soir, une interview de Madame Balkany, et le journaliste a été jusqu'à dire, c'était gardé au montage, vous allez quand même pas dire qu'il est victime de son père, le pauvre. Voilà, c'était assez marrant, parce qu'elle le défendait, vachement bien en disant, mais le pauvre. Ah non, le meilleur argument qu'on puisse entendre, c'est de dire, c'est formidable, parce que c'est un jeune et il faut laisser la place aux jeunes, c'est une preuve de l'intégration. Exact. Et comme ça, il fera ses preuves. Sous-entendu, il n'est pas encore, mais c'est pas la peine de le dire, mais là, il va apprendre et c'est formidable. C'est con, alors. Il a dit, quoi que je fasse, je serai critiqué. Exact. Toujours critiqué. Et ça, c'est horrible. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile. Ça, c'est un peu vrai. Ça, c'est vrai, ceci étant dit. Ben oui, mais bon. Mais moi, je me rends pas compte, là. C'est vraiment un abus de, comment on appelle ça déjà? Bizarrement. Ça s'appelle la démocratie, ça. Bizarrement, le truc beaucoup plus grave. Il est président de l'EHPAD. Président, il préside. L'important, c'est le DG, celui qui dirige. Et pendant très longtemps, c'était des ingénieurs, parce que c'est quand même un truc de ponts et chaussées, ce truc-là. Ouais, et maintenant, c'est des préfets et des politiques. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Le fait qu'on politise un produit comme celui-là, c'est pas bien. Il y a de moins en moins d'ingénieurs de ponts et chaussées et de plus en plus de préfets et de politiques et d'énarques. Pour faire de la construction du bâtiment à l'état public, ça, c'est beaucoup plus embêtant. Et ça devient une chasse gardée des politiques. À 19h, il y a une émission sérieuse. À 19h, il y a une émission sérieuse, si tu veux. Mais l'autre scandale, il est d'abord là, puisqu'on est de temps en temps un petit peu sérieux. C'est pas le président qui préside. Ouais. Il a même pas de voiture de fonction et je crois qu'il ne touche pas un rond sur ce truc. Quoi? Non, il touche pas un rond. En plus? Ouais, c'est juste honorifique. Ça lui fait un honneur de plus sur sa carte de visite. On s'en tamponne. Le directeur général, c'est beaucoup plus important. Et ça sera encore un préfet. Le directeur général, c'est beaucoup plus important. Et ça sera encore un préfet. Vous êtes en train de répondre à la place de Paul Vermus. Je vous souviens que c'était son challenge, ça, Jérôme Bonaldi. Mais tu vois, Jérôme, c'est bien que tu te lâches comme ça. Quand t'as besoin, tu me parles. Et ben, tu te confies. Vraiment, dans l'émission, pour le refaire une prochaine fois. Mais il faut des préfets partout. Mais oui, vas-y, ça y est. Tu as tout lâché, Jérôme. Ça y est. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Un petit qui a dit quoi pour calmer Jérôme? Si le ministre avait été viré, j'en aurais démissionné. J'en aurais parlé. Si le ministre avait été viré, j'en aurais démissionné. J'en aurais parlé. Qui a dit ça? Un journaliste. Un journaliste. Radio? Non. Si le presse? Ministre... Non. Télé. Si le ministre avait été viré, j'en aurais parlé. Ah bah c'est Madame Schoenberg. Non, c'est Jean-Pierre Pernaut. Non, c'est pas Jean-Pierre Pernaut. Bonne réponse de Jérémy Michalak, c'est Jean-Pierre Pernaut. À propos de quoi? À propos de Brice Hortefeux, c'est ça. Il était reçu chez Thomas Hugues dans l'émission Média et Thomas Hugues lui a demandé d'expliquer un peu comme pour le Figaro avec Jean Sarkozy pourquoi il n'en parle pas. Bah là, lui, Pernaut, il avait fait quand même réaliser cet exploit alors que toutes les télévisions parlaient de la phrase de Brice Hortefeux sur les Auvergnats, vous vous souvenez? Eh bien, Pernaut lui avait réalisé l'exploit de ne pas en parler du tout dans son JT de 13h. Alors évidemment, quand il a été invité quelques semaines plus tard chez Thomas Hugues lui a posé la question et il lui a répondu, Pernaut, mais c'est parce que j'ai la liberté de choix, parce que j'estime que ce n'est pas une information. À mon avis, cette affaire n'a pas existé, dit Jean-Pierre Pernaut. Bah non, bien sûr. Mais il est un journaliste consciencieux quand même, ajoute Libération qui raconte tout ça, parce qu'à un moment donné, il a eu ce lapsus, c'est quand même un lapsus assez révélateur, il a dit, d'ailleurs, si le ministre avait été viré, j'en aurais démissionné, j'en aurais parlé. C'est quand même énorme. Bravo Jean-Pierre Pernaut qui vient d'être engagé comme directeur du Figaro. On se retrouve après la pub avec d'autres questions. On va se gêner sur Europe 1.
Laurent Ruquier. On va gêner, continue sur Europe 1 avec aujourd'hui une équipe masculine. Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff. Et on démarre par une question de Laurent Ruquier. À quel type de cours particulier ont droit les enfants de l'école de la Motte-Beuvron? C'est dans le Loir-et-Cher. La Motte-Beuvron. J'ai dit quoi? La Meute. La Motte-Beuvron. La Motte-Beuvron. La Motte-Beuvron. Bon, la motte ou la meute? Ah, la mauvaise foi du chef. La Motte. Non, mais en Normandie, les O et les E, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, c'est la Motte-Beuvron. En Normandie? Bah oui, en Normandie. En Normandie. En Normandie. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est un pas de faire chier, Bonaldi. Alors, c'est une école, c'est quoi? C'est un lycée? C'était un collège. Un collège. Je pense. Peut-être même une école primaire de la Motte-Beuvron. Qu'est-ce qui s'est passé? Des cours particuliers. Il y a des cours particuliers, cher Tito. Alors, des cours particuliers. De catéchisme? Non. De cuisine? Non. Et nous aurons d'ailleurs au téléphone, tout de suite après que vous ayez donné la réponse, si vous la donnez un jour, nous aurons au téléphone monsieur Hubert-Louis Vuitton qui... des cours de maroquinerie. De maroquinerie. Il leur apprenne à fabriquer des portefeuilles. Ou des sacs à main. Monsieur Vuitton qui est particulièrement heureux de cette initiative. D'équitation? Non. C'est que là-bas ou c'est ailleurs en France ou c'est que dans l'école? Écoutez, j'ignore. De copier, de plagiat. Non, j'ignore si c'est dans d'autres écoles. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça et que je lis en tout cas que cela existe dans les écoles. Programme officiel de l'éducation nationale, enfin un petit plus. J'en sais rien. Ça se passe en classe? Ça se passe pas en classe. Il faut aller dehors. Il faut aller dehors. C'est le prof qui vient à domicile? Alors j'imagine qu'il y a évidemment d'abord peut-être des cours de théorie en cours, mais après évidemment on va en extérieur. On leur apprend la nature. Ça c'est vrai. C'est un peu comme les scouts de... C'est lié à la nature. D'écologie, des cours d'écologie, c'est lié à l'écologie. C'est lié à l'écologie. Aux oiseaux? C'est lié aussi aux oiseaux. Alors, on leur apprend à trier les ordures. Bah, les classes c'est vachement pratique parce on est tout prêt, alors. D'ornithologie, des cours d'ornithologie? Oh, sûrement, ça en fait partie. Sauvage. La faune les aussi. Arbres, la chasse. On leur apprend la chasse. La chasse. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est-à-dire, on leur apprend la chasse. Moi aussi, on m'apprenait la chasse à l'école, mais on m'apprenait à la tirer, quoi. C'était... Pourquoi on leur apprend la chasse? C'est une drôle d'idée. On va demander à monsieur Hubert-Louis Vuitton, qui est président de la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher. Vous êtes, j'imagine, particulièrement heureux de cette initiative à l'école de la Motte-Beuvron, et peut-être même vous en êtes l'instigateur. Monsieur Vuitton, bonjour. Oui, bonjour. Alors avant tout, je voudrais remettre surtout les choses en ordre, étant donné que nous, on a fait une ouverture à la nature, c'est une éducation à l'environnement avant tout. Bon, la chasse, si les enfants nous posent des questions, bien sûr, sur le monde de la chasse, on y répond et on est là pour, mais avant tout, c'est une école, d'écologie, de nature, où ouvrir les enfants au monde de la forêt. Vous voulez dire que le journaliste du Parisien Renaud Domenici est allé peut-être un peu vite, il a titré, moi j'ai l'article devant les yeux, il a titré « En Sologne, la chasse en classe ». Voilà, il a été un petit peu trop vite. Oui, nous, la fédération, on a pris des contacts avec les écoles, mais uniquement pour l'éducation à l'environnement, pour faire aux enfants une approche de la nature et des animaux. Ouais, parce que là, c'était... On est conscient que, bien sûr, si les enfants nous posent des questions sur la chasse, étant donné que c'est une initiative de la Fédération du Loir-et-Cher, avant tout, on répondra à leurs questions sans problème. Parce qu'il y avait rien de nouveau dans le 93, ça fait longtemps que les élèves chassent les professeurs, j'ai envie de dire. Bien sûr. Mais nous, on veut aussi retirer que la chasse était du mauvais goût, et les chasseurs sont des gens très convenables. Ça donne en gros, ces cours-là, une image plus positive de la chasse que celle que peut-être les enfants peuvent avoir ou entendre en rapport aux informations, évidemment, dans les différents médias. Mais quand même, ça va assez loin. En tout cas, l'exemple que nous donne Renaud Domenici aujourd'hui est assez frappant. Il y a une animatrice que j'imagine vous avez choisie, en tout cas qui s'appelle Marie Doyen, c'est ça? Doyen, voilà. Elle travaille pour vous. Alors on la voit dans les bois avec 22 enfants de 5 ans. Elle leur explique aux enfants que il est utile. Alors, c'est elle-même au sein de la fédération qui a pris les contacts avec les écoles, mais pour emmener, je vous dis, tout de suite les enfants dans la nature pour une histoire de découvrir la nature. Mais et donc quand même, elle a quand même un discours très favorable aux chasseurs. Elle dit avant tout, elle travaille pour la fédération départementale des chasseurs. Voilà. Donc, une fois de plus, on va pas se cacher. Alors par exemple, les enfants nous posent des questions. Alors par exemple, elle leur dit, mais c'est quand même ça va assez fort. Je suis sûr qu'il y a des parents qui vont râler. Elle leur dit, je vous explique les enfants qu'il est utile de tirer sur les animaux. Non. Alors là, attention. C'est écrit dans l'article. Oui, c'est écrit, mais là c'est le journaliste qui s'est avancé lui-même. Ce n'est pas nous.
elle explique la gestion et la qualité, la beauté des animaux de la nature, mais dans aucun cas on va dire que les chasseurs sont là pour tirer sur les animaux. Pourtant le journaliste, c'est beau les animaux, ils sont encore plus beaux morts les enfants. mais ça, ça c'est des journalistes, ça bien sûr, ça c'est le côté facile, mais venez en nature, venez découvrir, venez faire une découverte comme ça, on organise en ce moment, et vous verrez que c'est pas vrai, on ne dit alors pas le journaliste, il a ouvert les guillemets, hein, il a fait parler il a pris des notes, alors ouvrez. Oui, bien sûr, mais je sais comment parle Madame Doyen, et elle parle au nom de la Fédération des chasseurs, et donc les chasseurs ne sont pas des gens qui abattent régulièrement les animaux. Elle a l'air jolie d'ailleurs, hein, elle est jeune et très jolie. Merci. Ah oui, non, c'est vrai. On a de très bon goût dans le Loir-et-Cher. Ils sont chanceux les enfants à partir avec cette jolie femme. Pourquoi merci? Et quand le journaliste dit que les enfants servent d'appât, c'est vrai ça ou pas? Oui, voilà. Mais ça, c'est des termes qui amusent beaucoup le monde des journalistes, mais pour nous, le monde de la chasse... Mais qu'est-ce que vous leur apprenez, par exemple? Je veux savoir, est-ce que, mettons, vous apprenez des trucs pratiques, mais comment couper découvrir la différence entre une empreinte d'un cerf, d'une biche, d'un sanglier. Quand on croise des petits champignons, les qualités... Comment se défoncer rapidement pendant la chasse? Au bord d'un étang, quand on voit une souille ou un animal c'est venu se souiller, leur expliquer pourquoi un animal est là. Comment découper la cuisse il y a encore trop de gens actuellement qui ne connaissent pas ça, et c'est dommage, et on aurait besoin que même les adultes viennent. À découper la cuisse d'un sanglier, par exemple. Non, peut-être pas quand même. Oui, mais non, mais ça c'est pour du journalisme. Alors justement, vous êtes là pour rectifier ce qui est écrit dans l'article. Exactement. Hubert Louis Vuitton. Alors je lis, puis après vous rectifierez. Hein. Voilà ce qui est écrit. Les enfants ont une image négative de la chasse. Je leur explique, dit Marie Doyen, votre animatrice, je leur explique qu'il est pourtant utile de tirer sur les animaux car la nature a besoin d'équilibre. Pour que le milieu végétal se développe, il faut limiter les populations de cervidés. Il faut aussi tuer des bêtes lorsque la nourriture n'est pas suffisante pour eux. Sinon, les chevreuils et les cerfs détruisent les arbres et les sangliers choisissent les parcelles de maïs. Il y a aussi des raisons sanitaires. Dans certaines zones, les renards sont porteurs de maladies et il faut les éliminer. Voilà ce que dit Martel. Il dit même Martel, l'animatrice. Alors, donc voilà, non, mais j'étais pas loin et j'étais avec elle le jour de l'interview, si vous voulez. Donc on a parlé un petit peu de ça c'est sûr, mais il en rajoute quand même beaucoup. Donc, si vous voulez, avant tout, Marie Doyen n'est pas là pour dire et comment faire la gestion. Elle est là pour faire découvrir la nature. Et Jean-Pierre Trébert, vous l'avez eu ou pas? Regardez cet arbre malade, rongé par les vers. Quel est l'oiseau qui vient s'y nourrir? C'est un... ça c'est de la nature. Voilà. Moi, ça c'est de l'éducation. C'est un pivert et cet arbre dont les branches ont été frottées, cela a été causé par les bois d'un chevreuil. Il faut donc abattre le méchant chevreuil. À mon avis, il faut abattre l'arbre, c'est ça. Bon, alors en gros, ce sont des écoles vertes. Stevie adore ça parce que lui, il va régulièrement en forêt. Les champignons, absolument tout. Je fais tout, j'adore ça. Et on l'enseigne à l'école, c'est bien. C'est un petit plus, ça aussi. On voudrait faire découvrir aux jeunes, aux enfants, qu'est-ce que c'est que les champignons, la vie des champignons, la vie de la nature. C'est tout un ensemble. Hein, la forêt, les arbres, les champignons, les animaux, les étangs. Quand vous passez au bord d'un étang, c'est toute une vie. Hein, c'est de l'éducation. Monsieur Vuitton, vous avez vu la réaction de Stevie et des autres, vous avez du boulot, hein, les chasseurs. Vous avez une mauvaise image quand même. Ce n'est que le début pour aujourd'hui. Monsieur Vuitton, j'adore votre combat, c'est très très bien de faire surtout, découvrir. Je préfère vos bagages. Non, je vous entends pas tous là. C'est pas ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que je constate qu'il y a quand même, enfin, on dit que les forêts françaises, elles vont bien. Je trouve quand même qu'il y en a pas assez. Et notamment, j'ai été voir sur certaines parties de France, comme l'ouest de la France, des forêts françaises. L'ouest de la France, il y a pratiquement plus de forêts. En Bretagne, il n'y a plus de grandes forêts. Il y a presque plus rien. Du coup, les prostituées n'ont plus d'écosystème. Il n'y a plus que des champs. Alors quand on dit que les animaux, ils vont détruire les champs, pourquoi? Parce que il y a pratiquement plus de forêts. Il y en a plus de forêts. Il y a plus de grandes forêts. Stevie, il est obligé d'aller se faire sucer dans les champs, monsieur. Mais non. Tu vois, c'est un jour, je suis un président. Je te jure, si un jour dans ma vie, je suis président de région, ma première mesure, c'est de multiplier les forêts par 3. Mais t'as pas besoin que la forêt gagne en France. Tant mieux, ça fera du boulot pour les chasseurs, c'est très bien. Mais en plus, tu dis un peu n'importe quoi, Stevie, parce que il y a plus de forêts maintenant qu'au début du siècle. Le domaine forestier français est quand même encore assez important. Oui, il gagne. Et je l'ai dit avant. C'est pour ça qu'il y a une telle vie de faune sauvage à l'intérieur, c'est normal de la faire découvrir. Et c'est très bien que ce soit les chasseurs qui fassent découvrir ça
aux jeunes. Elle rappelle, en tout cas, votre animatrice, Marie Doyen, elle rappelle que tout de même, il faut donner une bonne image des chasseurs, que si on expliquait mieux la chasse, serait mieux tolérée. Et elle dit, nous sommes, puisqu'elle est chasseuse, j'imagine, puisqu'elle dit le nous, nous sommes les premiers défenseurs de la nature. Défenseurs et gestionnaires. Les gestionnaires, et nous, avant tout, si nos forêts sont si belles, c'est parce que les chasseurs vivent dedans, entretiennent et veulent de la qualité du gibier qui existe dans nos forêts. Et sachez, et ça je me tue à le dire, les chasseurs sont les premiers gestionnaires des massifs forestiers. Ne vous tuez pas à le dire avec un fusil quand même, hein. Moi je voulais dire, monsieur, c'est juste un truc technique. Moi j'aimerais bien avoir une tête de cerf ou de sanglier chez moi, mais sans tuer l'animal, c'est possible ou pas de... Pourquoi vous voulez une tête de cerf? Parce que je trouve ça joli dans le salon. Mais je voulais savoir si c'est possible de faire un trou, de le laisser, mettons, de l'autre côté. Mais votre femme m'a dit, mais ça y est, il a une tête de cerf. C'est gentil. Il a des beaux bois. Vous aimez la forêt, monsieur? Ah bah moi j'adore. Eh bien, on va l'écouter ensemble. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier, c'est complice. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez venir assister à l'émission, découvrir nos locaux, rue François 1er à Paris, en appelant le 39 21 en allant sur le site europe1.fr. Europe 1, on va se gêner? Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Elinor Ostrom ou Elinor Ostrom vient de gagner 485 000 euros. Comment a-t-elle gagné 485 000 euros, Elinor Ostrom? Vous la connaissez, vous, personnellement? Bah, maintenant, je la connais. Oui, elle est sympa? Oh, écoute, j'en sais rien, mais elle est vieille. Elle est pas jeune, elle est pas jeune. C'est l'euro-million? Non, c'est pas l'euro-million, elle a gagné. c'est pas beaucoup. Elle est suédoise, la Elinor Ostrom. Alors, écoutez, elle est effectivement, est-ce qu'elle est suédoise? Non. Elle est scandinave, mettons. J'en suis pas sûr. Elle a gagné ça chez elle ou en France? En France. Ah non, elle n'a pas gagné ça en France. Non. Elle a vendu un truc? Non, elle n'a rien vendu. Elle a un concours? Elinor Ostrom. Oui, en quelque sorte, elle a gagné un concours. Et elle était surprise d'avoir gagné ça ou pas? Oh, je pense qu'elle s'y attendait un peu quand même, mais on est toujours surpris. En tout C'est cas, un prix de quelque chose? on feint de l'être. Elle a quel âge? Quel âge elle a? Elle a 76 ans. Ah, c'est un prix de Super Mamie ou un truc comme ça? Non. Quel âge elle a? Elle a 76 ans. Ah, c'est un prix de Super Mamie ou un truc comme ça? Non. C'est pas le prix Nobel de littérature ou... Pas de littérature. Non, d'économie, voilà. Elle est américaine, c'est économie. Elle est américaine et elle vient d'obtenir le prix Nobel d'économie. C'est la première femme qui remporte ce prix Nobel d'économie. Bonne réponse de Bonaldi et Eboué. C'est vrai que jusqu'ici, il y avait que des mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'en suis scandalisé. De quoi? Je vous donne les réponses, je les attribue toujours aux autres. Je suis très vexé aujourd'hui. Enfin non, vous n'avez pas dit qu'elle était prix Nobel d'économie. C'est moi qui ai dit prix Nobel en premier. Ah bah oui, mais prix Nobel, il y a littérature. Vous avez dit, ça ne veut rien dire. Oui, il les a bien aidés, mais bon, ça va. C'est une dure journée pour toi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Déjà les forêts. Voilà. C'est vrai que tu comprends pas pourquoi il n'y a pas de forêt allemande en France. Ensuite, tu vois, tu trouves la bonne réponse. Ça, faut dire aux auditeurs qui nous a dit ça pendant la chanson de Marie Laforêt. C'est dommage. Mais pourquoi il n'y a pas de forêt allemande en France? Elles sont si belles, leurs forêts en Allemagne. Non, des forêts, non. Après, tu trouves la bonne réponse donner à Bonaldi et Bobounet. Non, c'est une dure journée. Ça va pas être facile jusqu'à 18h. Vous savez pourquoi 485 000 euros? Parce que ça fait pas contron. Oui. Ça fait 480 000 couronnes. Vous alliez le dire, partage là. avec son Elle a partagé avec l'autre. Avec l'autre, qui est prof également d'économie. Ils sont deux à obtenir le Nobel d'économie, donc il faut couper les 970 000 euros en deux, et elle aura 485 000 euros, si mes calculs sont bons, mais je suis pas Nobel de mathématiques, je dirige pas l'EHPAD, hein. Et le prix, et le prix Nobel d'économie attribué à une femme, ça ne s'était pas vu en 40 ans de pareille distinction. Alors il y a tous les prix Nobel là depuis, il y a eu littérature, il y a eu la paix surtout. Est-ce que vous vous rappelez, parce que je vous ai quand même appris le nom de cette femme qui a obtenu le prix Nobel de littérature? Oui, c'est l'associé, c'est Herta. Bravo. Herta Müller. Herta Müller. Ouais, alors, je vais vous dire pourquoi il est meilleur que les autres, Joujou, c'est qu'il a de la mémoire. Non, mais il a des techniques, comment on appelle ça, des techniques? Mémotechniques. Oui, Herta, saucisse, mémoire. Herta Müller. Mais chaque fois, il a un truc mémotechnique, mais c'est qu'avec des saucisses, quoi, en fait. Toujours. C'est comme ça qu'il a retenu mon nom. Ouais, Knacky Ball. Oh là. Là, tu viens plus le lundi, là, tu prends des risques. Mais c'est marrant, l'économie, parce qu'on on va rappeler Fifi. Lui aussi. Il est bien, Fifi, hein. Ah, il est bien, Fifi. Et puis on n'a pas besoin de lui trouver de surnom, il a déjà un son de tapette. Donc tu vois ce que je veux dire. My God. Oh non, gardez-le dans votre poche. Tu le sors pas pendant l'émission.
Vous êtes grave. Ça, c'est Bonaldi, les trucs, tous les trucs un peu électriques. Tous les trucs qui marchent à pile et tout, c'est Bonaldi, ok? Alors, puisqu'on était dans l'argent, il y a 2 millions de livres sterling qui ont été gagnés par une autre femme. C'est Samantha Burke. Comment Samantha Burke, elle, a gagné 2 millions de livres sterling? Elle a tué son mari? Beaucoup, hein. Non. C'est beaucoup, vous dites? Ah bah oui. 2 millions de livres sterling, ça fait 20 millions de francs. Et en euros? C'est une télé, un jeu télévisé? Non. Elle a remporté quelque chose? Elle a gagné quelque chose. Divorce. Pas un divorce. Alors, un décès? Non, pas un héritage. Pas un héritage. Un mariage. Non plus. Un don, quelqu'un lui a fait Une un dot? don. Une dot, non. Une vente aux enchères. Une vente aux enchères, non. Ouais, Je pensais que ça allait venir vite parce que... Ouais. C'est enchères. Une vente aux enchères, non. Ouais, Je rien à pensais voir. que ça allait venir vite parce que Ouais. c'est dans tous les journaux. Et vraiment, alors, pour le coup... Ne vous foutez pas la honte. Elle a là, gagné oui, une bon. compétition. Compétition, on va pas appeler... bon, en quelque sorte, oui, hein, en même temps. C'est vrai, oui. En quelque sorte, oui. C'est sportif? Non. C'était la maîtresse de quelqu'un? Ah non. Oui. Ah, c'était la de maîtresse dédommagement. Enfin, la maîtresse, le mot est peut-être un de peu fort. Tony Blair. Parce que peut-être, Tony Blair a une maîtresse. Ça va Je pas sais ou quoi? pas. Les Anglais sont bizarres. Non, C'est vrai que c'est bizarre d'avoir une maîtresse. C'est des dommages et Ça intérêts arrive pas après chez nous. divorce. C'est un dommage et intérêt après divorce, une sorte de rente viagère, comment pas on de appelle divorce, mais vous étiez ça, dans... de séparation. C'est une maîtresse qui a été dédommagée. Une maîtresse. Peut-être qu'il y a eu qu'une Ah, fois. peut-être qu'elle a un prostituée, enfant, elle a un enfant. C'est quelqu'un qui a eu un C'est enfant une avec pension alimentaire. un politique. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Un politique. Pas un politique. Elle a fait un bébé. Elton John. Ah non, Jude Law. Ah ouais, il y a eu qu'un coup. Hein. Jude Law, c'est la femme qui a couché, c'est la maîtresse de Jude Law. Et alors, pourquoi elle a eu... Parce qu'il qu'il a fait un gosse. Il lui a fait un gosse. Bonne réponse Voilà. de Titoff. Elle vient d'accoucher d'une petite fille et les tests ADN ont confirmé la paternité de Jude Law, une aventure d'un soir qui lui coûte cher. Quand je dis qu'elle a gagné une compétition en quelque sorte, parce que elles sont nombreuses à vouloir coucher avec Jude Law. Elle, non seulement elle a gagné la compétition, mais en plus elle prend elle prend un enfant aussi, hein, vous me direz. Ouais, mais enfin, je pense qu'elle l'a voulu un peu. 2 millions de livres sterling, c'est quand même fou. C'est énorme. Faut faire attention où on couche, hein. Mais oui, mais pourquoi il Enfin, en même temps, on défend toujours les hommes dans ces cas-là. C'est grave. Il n'y a pas de fille ici autour de la table aujourd'hui, mais il y aurait une femme, elle vous dirait, mais enfin, il a qu'à faire attention lui aussi. Et... Enfin, 2 millions de livres, c'est plus cher qu'une passe en Thaïlande, hein, excusez-moi, mais faut réfléchir quand même. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est en 2009 et qu'elle l'a voulu, cet enfant. Je veux savoir si Stevie avait déjà essayé de piéger une star comme ça. J'ai jamais couché avec une personnalité. Non, mais ce que je trouve choquant, c'est que... Répète. Moi non plus, j'ai jamais couché avec une personne alitée, je la faisais toujours lever. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que les hommes, ils jouissent dans les femmes. tu sens qu'il est complètement étranger à la question. Quand t'es en plus, non, mais tu quand dis t'es les hommes, Jude mais tu Law, t'exclus, normalement, c'est extraordinaire. une aventure d'un soir. Parce qu'après, il y a la cigogne, elle arrive. Non, mais c'est pas ça ce que je veux dire. C'est la poésie. C'est que normalement, un coup d'un soir, tu mets déjà un préservatif. sûr, il a raison. Et t'essayes de pas jouer en elle, t'essayes de jouer à l'extérieur, même si tu n'avais pas de préservatif. Bien sûr. Tout dans la gueule, c'est ça. Tu fais des jacques faciales. Non, mais vous êtes d'accord. Mais bien sûr, Ça veut dire t'arrives. qu'en coup d'un soir, il met pas de capote, le mec. Alors. Bah, c'est la roulette russe. Non, c'est la prostituée russe. Ah bah oui, non, mais Alors, c'est il a un peu génial. raison, franchement, de. Ouais, C'est génial. de En pas cours mettre de d'éducation capote. sexuelle, tu es Ça a peut-être formidable. craqué. J'adore. Mais non, mais ça vous choque pas, vous? Non, mais Qu'une quand tu- star comme ça, qui Du Jude Law, c'est un effet. mais surtout Jude Law. C'est un effet placebo. Ah, c'est marrant, l'impression que tu sais, les curés catholiques dans l'enseignement traditionnel en Bretagne en 1952 avaient à peu près le même langage. Bon, tu je vois. sens que ça va être chiant, on se retrouve après les titres. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner jusqu'à 18h30. Vous allez profiter encore de cette joyeuse bande, joyeux Luron, réunis aujourd'hui. C'est jeune ça, Luron. Ouais, c'est pas mal. Stevie Boulet, Titoff, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi et Joujou.
Ah non, Jérémy, vous nous manquez le lundi quand vous n'êtes plus là. Avant, c'est tous les jours que je vous voyais, et puis là, c'est fini. C'est vrai. C'est si dur que ça. Fifi n'a pas trouvé autant de réponses que Joujou. Hein. Ah, Fifi hier. Non. Remplacer Joujou par Fifi, c'est il doit compenser, il doit faire d'autres trucs, non? Il a pas sa langue dans sa poche, hein, le Fifi. Et vous, c'est pareil, Jérôme Mounet. Il y a longtemps que vous avez vu dans l'émission. Qu'est-ce qui se passe? J'étais pris. Jérôme Mounet, putain, la bande de Jérôme Mounet. Il fait une émission sur les métiers, c'est ça? Oui. Ah non, Jérôme Mounet, ça fait chef de tribu indienne. Ah ouais, t'as raison. Ah non, Géronimo. Ouais, c'est ça, qui s'assoit sur le Tipeee, ouais. Sur le totem. C'est mieux. Spécialiste. Franchement, Mais qu'est-ce qu'il se dit pour outrer, et il a réussi à... Le Tipeee, c'est une trop petite tente. Il a réussi à outrer Fabrice Eboué, quand même. Je suis pas outré, c'est la passion avec lequel il dit qui me dérange. C'est vrai que vous êtes devenu malade. Hein, non, alors vous étiez où, Jérôme Mounet? Je fais stagiaire professionnel actuellement. Ma petite chatte était où? Elle était où, la Jérôme Mounet? En ce moment, je suis des cours pour être esthéticien et coiffeur. Toujours pour le Pôle emploi. Oui. Ah ouais. Vous êtes toujours esthéticien, c'est rigolo. Hein. Mais pourquoi tu t'as pas une expérience homosexuelle directe? Ça serait plus cool. Janine et Yves vont tenter de gagner un séjour Croisinature de 4 jours, 3 nuits au Prestige Impérial. Et oui, un beau séjour de 4 jours, 3 nuits, tout compris, avec en plus des repas gastronomiques, hammam, jacuzzi, aquagym, d'authentiques bassins du 18e siècle, les plaisirs de l'eau dans un spa balnéo, une escapade, un repas gastronomique, et en plus 10 DVD Warner de la collection MGM Warner. Vous ferez votre choix dans une liste de 185 films. C'est bien ça, Janine, non? Ah, super. Vous Bonjour, habitez... Laurent. Bonjour, vous habitez Écully. C'est marrant parce qu'il me semble qu'on a déjà eu quelqu'un d'Écully. Ou alors c'est vous qui avez déjà joué, non? Oh, Is, Écully. Non, Stevie, je vous en prie. Non, j'ai rien dit. C'est Titi. Ah non, c'est Titi. C'est Titi. Vous avez déjà joué avec nous, Janine? Ouais, j'ai perdu. Et il y a combien de temps? C'est au mois de mai. Au mois de mai, ah, ça va. Oui, alors vous avez le droit de rejouer, effectivement. Vous appelez souvent Fréquence Gay? C'est ce que je veux, jeune homme. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vous demande parce que j'ai oublié, Janine. Hein. Plus rien. Plus rien. Vous êtes retraité. Voilà, mais je risque d'être appelée s'il y a une pandémie grippale pour l'hôpital. Ah, parce que vous étiez infirmière? Ouais, non, aide-soignante. Aide-soignante. Voilà, ils ont charcutière. peur qu'il y ait trop de personnel malade. Bon. Yves, lui, est à Toulouse. Bonjour, Yves. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour, Yves. Ah, vous avez bien l'accent toulousain, Yves. Oui, j'ai l'accent du sud. Bien sûr, c'est l'Ovalie, quoi. C'est l'Ovalie. On ira à Toulouse aussi avec Europe 1, je pense. Je sais. En novembre. Voilà, fin novembre. Ah, bah, vous êtes déjà au courant. Parfait, Yves. Que vous faites dans la vie, vous faites quoi, vous? Je suis assistant commercial dans l'habitat. Je vends du double vitrage et puis je rénove des maisons. Parfait, Yves. Janine, attention, voici la question. Elle concerne, vous l'avez peut-être lu, le classement publié, entre autres, dans le Figaro, classement des sportifs les mieux payés. Vous savez que le premier sportif... classement des sportifs les mieux payés. Le premier sportif milliardaire, c'est Tiger Woods. Jamais un sportif n'avait été considéré comme milliardaire. C'est son cas. Avec 110 millions de dollars, c'est le sportif le mieux payé, le golfeur Tiger Woods. Alors derrière lui, il y a des basketteurs surtout, Kobe Bryant, Michael Jordan, il y a un pilote de Formule 1, Kimi Raikkonen, il y a un footballeur, David Beckham. Dans les 10 premiers, vous avez aussi un autre golfeur, Phil Mickelson, vous avez un autre tennisman, Roger Federer, un footballeur encore, à part Beckham, il y a Ronaldinho. Mais alors, il y a un sportif dans les 10 premiers qui ne pratique pas le même sport que les autres. De qui s'agit-il? Tony Parker, non? Non, des basketteurs, j'ai dit qu'il y en avait déjà. Sport Sébastien Loeb? Non. On doit trouver le sport, on doit trouver le nom du sportif et sport son automobile. sport. Alors c'est le ping-pong, mais le mec il a gagné l'euro million. Non. Il y a Yves, il répète à voix haute parce qu'il a un assistant qui cherche à sa place derrière. Ouais. Non, oui, j'ai un assistant. Alors vous avez là un golfeur, vous avez du rugby? Non, vous avez plusieurs golfeurs, plusieurs basketteurs, C'est un sport collectif ou pas? pilote de Formule 1, footballeur, tennisman, c'est pas un sport collectif. Rocco Siffredi? Je vais vous dire, j'ai honte, mais moi, en tout cas, je ne connaissais pas le nom de ce sportif. Ah ouais? En revanche, son sport est un sport très, très connu et très populaire. La boxe? C'est un boxeur. C'est un russe? Boxeur?
Ouais. Klitschko? Non. David Hayes? Boxe anglaise, hein. Si celui qui me donne le nom ou celle qui me donne le nom, Janine a gagné. David Hayes? Non. Boxe anglaise ou Oh, j'en sais rien. C'est un nom espagnol, Oui. Mexicain? Oui. Alors, c'est le Golden Boy, c'est De la Hoya, Oscar de la Hoya. De la Non, c'est Hoya. pas de la Hoya, c'est Tito Ortiz. Laissez parler Janine. Il y a Janine, qui, vous à êtes ce où, Janine? Bah, je connais pas, moi, la boxe. Janine, je sens qu'elle va revenir dans 3 mois. Elle est KO, Janine. Il y a Ramirez? Ramirez, non. Sanchez? Non. Da Pablo, Silva? c'est fou parce que quand même, vous voyez, voilà, un des 10 sportifs les mieux non, payés au Mais il y a monde. qui en ce moment? Mais C'est la les boxe, en ce moment, il y a moins de boxeurs C'est les petits poids, emblématiques. c'est un boxeur mexicain, mais on peut pas. C'est pas un français, non, c'est un espagnol. Ah, c'est pas un français, non. Il est C'est un plutôt Mexicain. hispanique. C'est un nom hispanique? Il a ou- un nom latin, oui. C'est mexicain. Santos? c'est- Non. Qu'est-ce que vous dites? Manu Pacquiao? Ah non, salaud. Il est sur mes lèvres. Comment vous avez dit? Il me reproche tout le temps de tricher Mais parce qu'il est non. encore plus Tu es un vrai tricheur, toi. Mais c'est pas Marc, je peux pas dire de là, t'es malade. Non, mais il a lu sur mes a lu lèvres. sur les livres. Parce que je demandais en régie, en me retournant, et dans Et ce oui. cas-là, je coupe mon Et micro. moi, j'ai compris que tu disais, je veux une Montalo, tu vois. Ce qui n'a rien à voir, quoi, tu vois. Faut que j'explique aux auditeurs. Faut que j'explique que j'ai un petit bouton qui me permet de parler à la régie sans que mes camarades autour entendent parce que mon micro est fermé dans ces cas-là. Voilà. Et j'ai dit, cherchez-moi de la doc sur Manny Pacquiao, chose d'ailleurs qu'ils auraient dû faire avant l'émission. C'est un Philippin. C'est un Philippin. Mais- Ouais, c'est un Philippin. Et c'est un Philippin. Bonne réponse de Fabrice Eboué en tout cas. C'était facile. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais il a son mal à la gorge, ça va vraiment mal. Je veux une Montalo. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Manny Pacquiao. J'espère que je prononce C'est bien un son dieu nom. vivant chez lui, c'est un Philippin. C'est vrai? Ouais. Il a battu tous les Mexicains, mais il a raison, Fabrice, parce que c'est des petits pois, en fait. Mais oui, vous lisez pas bien les journaux, parce que Non. moi je tombe sur Ça, cet c'est article dans le Figaro. Forcément, la première chose qui m'interpelle, je vois des noms que je connais tous, tu vois, que ce soit effectivement David Beckham, Tiger Woods. Bon, je connaissais un peu moins l'autre golfeur, Phil Mickelson, mais Tiger Woods on le connaît, Federer évidemment aussi, Ronaldinho aussi, Michael Jordan aussi, Kimi Raikkonen aussi. Puis là, je vois un nom d'un boxeur, Manny Pacquiao. Je dis comment ça se fait que ce Mais il boxeur-là est connu quand même. Hein. Ah ouais, bah la preuve, dites donc. Non, mais il est pas venu à l'esprit parce que la boxe, il y a plus de vraiment Ah oui. boxeurs emblématiques comme à une époque avec Tyson, Rocky. Ernst, Ray Sugar Leonard. Alors, il est à 28,2 millions Ah ouais, pas de dollars entre Phil Mickelson et avant Et Federer. Il gagne plus d'argent que Federer et que Ronaldinho. Et voyez. il a démonté de la Hoya, il a démonté. Emmanuel Dapidran Pacquiao, plus connu sous le nom de Manny Pacquiao, est un boxeur professionnel philippin, né en 78, surnommé Pac-Man. Il a remporté au cours de sa carrière de multiples titres de champion du monde dans 6 catégories différentes: poids mouche, poids coq, super coq, plume, super plume, léger, super léger. Il est classé comme le meilleur boxeur du monde, toutes catégories confondues. On aura au moins appris quelque chose et un nom, Manny Pacquiao. Vous retenterez votre chance. On n'a pas de gagnant aujourd'hui. Personne pour les Vosges, personne pour les DVD Warner Bros. Désolé Janine et Yves. Pas grave. C'était dur, hein. Prochaine fois. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, et pour cause, vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Le sénateur marseillais Jean-Noël Guérini a déclaré « Il a fumé ou quoi ?» Mais de qui parlait-il? Godin? Non. Il parlait pas du président quand Non, même. Jean-Noël Guérini, le sénateur marseillais, je crois ex-soutien de Ségolène Royal, hein, si ma mémoire vit bien, ex, parce que je crois qu'il est parti dans le camp de Vincent Payon, mais Jean-Noël Guérini a dit, il a fumé ou quoi? Mais il a fumé qui? En parlant de notre politicien? Oui, d'un En autre parlant de Renaud Muselier? Non. Renaud Muselier? Réfléchissez un peu quand même, là, c'est dans toute la presse. Bien sûr. Et c'est de son parti? C'est du PS ou? C'est du PS, oui. Il parle de quelqu'un du PS? Hamon? Ah bah non, Valls. le maire du 18e, Daniel Vaillant. Daniel Vaillant, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Évidemment. Expliquez pourquoi. Daniel Vaillant a proposé qu'on libéralise le cannabis, puisque de toute façon tout le monde en fume, tout le monde en a, puisqu'on n'arrive pas à l'interdire, et ben autant accepter Voilà. ce qui nous dépasse. Daniel Vaillant, c'est dommage qu'il nous en ait pas parlé ici, mais Ah ouais, c'est con, on hein. l'avait la semaine dernière comme invité d'honneur dans la loge d'honneur, mais depuis, il a décidé de prôner la vente réglementée de cannabis, ce qui évidemment a provoqué la colère de quelques socialistes qui disent c'est pas le moment de parler de ça et de proposer ça au moment où les Français veulent justement moins de laxisme et un peu plus d'autorité.
société. Ressortir la libéralisation du cannabis, c'est pas... ça bouchera un peu le déficit en même temps. Ah oui. Mais en même temps, ça alimente le marché parallèle aussi. Mettre un joint, ça bouche un trou. Hein. Non, ça alimente le marché parallèle. Enfin oui, là il ferait quoi? Il trouverait d'autres activités, ceux qui vivent du marché parallèle. Il a fumé ou quoi? Ironisait Jean-Noël Guérini à propos de son collègue Daniel Vaillant. Même Ségolène Royal dimanche a dit effectivement qu'elle était absolument opposée à cette libéralisation. Ce serait un mauvais signal adressé aux jeunes dans une société qui n'a jamais eu autant besoin de règles, a dit Madame Ségolène Royal. Manuel Valls est d'accord avec elle. Jean-Noël Guérini aussi. Donc je pense que Daniel Vaillant va remettre sa proposition dans sa culotte. Je me demande s'il n'a pas fait cette déclaration en revenant des vendanges. Voilà, en faveur du cannabis, en revenant des vendanges de Montmartre. C'est pour ça qu'on l'avait nous la semaine dernière. Il a dû boire trop de vin de Montmartre. Je me ferais bien un petit pétard. C'est vrai que c'est des conneries. On peut pas légaliser le cannabis, quoi. Pourquoi? La coke, oui. Le cannabis, je trouve que... vous, allez Stevie, avouez, vous fumez, je suis sûr, de temps en temps. Ça m'arrive. Ah là là, la jeunesse. Ah bah que celui qui n'a jamais fauté me jette la première pierre. Parce qu'autour de la table, tout le monde n'a jamais fouetté. J'ai jamais fouetté personne. Moi, je vous ai jamais fouetté, mais je le regrette. Tu n'as jamais fauté, j'ai dit. Non, moi j'essaye d'aller de lutter contre ça. Je vais dans la rue, je vais aux jeunes, je vais leur dire arrête, fais pas ça, allez, file-moi ta barrette, arrête cette connerie. Qui a fumé dans le public au moins une fois un pétard? Ah tiens, ça c'est intéressant. Une fois dans votre vie, seulement une fois. Ok, on appelle les flics. Ok, on appelle la police. Appelle les keufs. Moins de 50%. Bah, il y en a pas beaucoup. Non, mais hein. c'est Qui a déjà fait une double pénétration? Non mais voyez, voyez qu'il faut pas banaliser les choses parce que ça fait seulement 5 personnes sur, on va dire, une trentaine dans ouais, mais bon, on a un public. Le problème, c'est évidemment de devenir accro à ça, et c'est vrai quand même, faut le rappeler, Fabrice Eboué. C'est légal, hein. C'est peut-être légal. Non, c'est légal. Non, c'est pour soigner les maladies. En comme Californie, en Californie, ils t'arrêtent sur la plage, tu peux aller voir des médecins, et si tu as un peu mal au dos, ils te prescrivent et tu as le droit de te balader avec du cannabis. Avec une ordonnance. Avec une ordonnance, ouais. Faut quand même dire aussi, faut quand même rappeler que on voit aussi des cas de gens qui sont devenus totalement, je parle même pas du passage aux drogues dures, parce que ça c'est évidemment des conneries, on peut passer aux drogues dures sans passer par les drogues douces. Je suis pas sûr que ce soit, qu'il y ait un lien de cause à effet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on constate quand même des tas de gens qui fument des pétards, qui sont devenus accros au point d'en fumer toute la journée, et qui sont des sortes de loques humaines au bout d'un moment quand même. Laurent, le problème, c'est vrai que c'est au niveau des ados, souvent au collège, quoi, quand ils commencent à fumer dans des âges où le cerveau est en pleine, et continue à... Pour nous, c'est bon, on peut y aller. Après, ils peuvent pas terminer leur phrase. C'est pas ça. Moi, je dis, à mon petit cousin, je fais que lui dire ça. Je dis, tu peux, voilà, mais si tu fumes régulièrement à des âges comme ça, mais je crois qu'il fume quand même. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas convaincant. Il y a une différence. Mais non, mais je trouve que quand moi j'étais, adolescent, j'étais très sportif. Non, mais je veux pas faire le prosélytisme ou dire qu'il faut fumer. Moi, je vois les jeunes à qui j'en vends, en tout cas. Moi, j'avais eu une phrase à une époque où le débat avait déjà lieu, c'était: moi, je suis contre la vente libre de cannabis parce que moi, je sais très bien où en trouver. Notre recette à Europe 1 pour passer une excellente après-midi. Écoutez Laurent Ruquier, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Pour quelle raison la commune de Bonbon a été à l'honneur ces derniers jours dans la presse? Parce que c'était la semaine internationale du bonbon. Non, je l'ai lu aussi. Oui, c'est en France, Bonbon. Évidemment, quand on lit ça dans un article, on dit tiens, c'est marrant comme nom, la commune de Bonbon. Encore faut-il retenir de quoi ça parle. C'est lié à la semaine du goût. C'est lié à la semaine du goût. Non, rien à voir. Est-ce que c'est en France? C'est en France, Bonbon. Quelqu'un est venu à Bonbon? Ah oui, quelqu'un est venu à Bonbon. On a ouvert le musée du bonbon comme à Uzès? Non. C'est lié à la friandise. C'est lié à la friandise. Il y a même la forêt du bonbon. Ouais, c'est la forêt. C'est pas avec comment il s'appelle, Jean-Pierre Trébert. Oui, Trébert, voilà, c'est ça. Il a été vu là-bas. Il a été vu là-bas. C'est dans la forêt aux environs de la commune de Bonbon qu'on aurait vu Jean-Pierre Trébert. Bonne réponse de Titoff.
Jean-Pierre, si tu nous écoutes. Bonbon, c'est près de Châtillon-Laborde. C'est une commune, c'est un village. Alors, il y a la forêt de Bonbon en Seine-et-Marne, donc. Et effectivement, on aurait vu l'évadé d'Auxerre se trimballer dans ce coin. Peut-être même il y aurait eu des rendez-vous. J'ai pas tout compris à cette histoire d'arbre avec un cœur. C'est quoi ça? C'est romantique comme tout. Il donne des rendez-vous au fur et à mesure à sa compagne pour faire l'amour au pied d'un arbre. Ils gravent leurs initiales comme 2 ados. C'est pas vrai. Ce serait pas un meurtrier, ce serait extraordinaire. C'est génial. Alors on sait pas si c'est un meurtrier. Je te rappelle que oui. Et pour l'instant, il est vraiment présumé innocent. En tout cas, il le clame. Bien sûr. Comment il arrive à donner rendez-vous à des gonzesses dans la forêt? Nous, on n'arrive pas. On galère. On est en liberté. On est plutôt pas mal comme mec. On n'arrive pas à choper au resto, nous. Et lui, le type, il est évadé. Bon, il a pas tout à lui quand même, manifestement. Quoique non, s'il est très bien ce gars-là, parce qu'on sait jamais. Il a peut-être d'autres arguments. Ah ouais. C'est-à-dire que ça doit être une petite forêt, ça doit pas être une forêt allemande si tu veux, ça doit être une forêt bien française. Ah bah Bonbon, il y a pas plus français que ce genre de forêt. Oui, la forêt de Bonbon. Alors ce qui est fou, c'est que la police l'aurait aperçu quand même, Jérôme. Oui, on l'aurait aperçu quoi. Ça et puis après ils l'ont vu partir avec une branche sur la tête, tu sais, coiffé comme Rambo avec Il va nous manquer le jour où ils vont l'arrêter, parce que c'est vrai que le côté, c'est un peu comme les ours en Pyrénées, il faudrait les réintroduire. Non mais c'est une sorte, il va devenir à mon avis positif et sympathique comme un bandit d'honneur. Une sorte de Robin des Bois. Peut-être pas quand même. Fais gaffe, parce que peut-être dans la forêt il a une télé avec le satellite, la radio, tout ça. Il nous écoute actuellement. Il connaît parfaitement bien la forêt. Il est capable de se tenir par exemple immobile. Il peut survivre des mois sans manger. Ouais, c'est Rambo. Il mange quoi? Qu'est-ce qu'il mange? Et il a suivi les cours de chasse du mec de tout à l'heure. Peut-être même qu'il est filmé par TF1 depuis 4 jours ou 4 semaines. On aura le feuilleton la semaine prochaine. Le mec il va à Koh-Lanta, il gagne. Je suis sérieux là. Je pense que ça va finir effectivement par une interview exclusive. C'est déjà arrivé, vous savez. Ouais. Avec Jean-Pierre Pernaut déguisé en cerf. Non. On envoie le cabache. Jean-Pierre, tu nous écoutes? L'exclu Europe 1, s'il te plaît, pas les autres. On a les courriers quand même déjà qui paraissent dans la presse. On a des déclarations de ceux qui l'auraient plus ou moins approché. Ils ne disent pas vraiment s'ils l'ont vu depuis qu'il a été évadé, mais on l'imagine. Bientôt, on va avoir, comme il y a eu pour Spadgiari et d'autres, ou Mesrine, on va avoir, on a eu ça pour tous les évadés. Non mais c'est vrai, on va avoir le journaliste qu'il va contacter, à qui il va accorder une interview, peut-être filmée. Peut-être ici en invité mystère. Ouais, ça serait fort. Alors Jean-Pierre Trébert, si vous nous entendez, notre assistante s'appelle Laurette. On vous envoie Stevie. C'est elle qui s'occupe de l'invité d'honneur. Ça, ce serait un coup quand même. Et on vous laisse l'adresse de Laure, c'est 42. Non mais c'est sûr qu'il nous entend à la radio. Avec les oreilles qu'il a, il doit capter toutes les fréquences. Vous croyez que c'est fou. T'es fou de dire des trucs pareils. T'es malade. Quand tu n'es pas en prison, ferme ta gueule. Moi, je fais des blagues sur Guy Georges parce que je sais qu'il y reste jusqu'au bout. C'est moins con, t'as raison. T'as raison, c'est moins con. Le plus impressionnant. Moi, je veux dire, ce qui me ce qui on a compris. Pas la suite. Non, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il donne rendez-vous à un arbre à sa femme. Il y a des millions d'arbres. Non, il donne rendez-vous à une femme au pied de l'arbre. Il donne un rendez-vous à sa femme à l'arbre. Il donne pas rendez-vous à l'arbre à sa femme. Oui, enfin bref. Oh, merde. Il dit à l'arbre, dis donc, il y a ma gonzesse, elle est là-bas, est-ce que tu peux y aller? Non, mais c'est vrai que tu vas donner rendez-vous à un arbre. Ah ouais, donner rendez-vous à un arbre. À sa femme, mais l'arbre. Tu sais un arbre au pied d'un arbre. Dites au pied d'un arbre. Non, donner rendez-vous à un arbre, tu sais où ça va se passer. Non, mais arrête tes conneries, Titi. T'es sûr qu'il vient? C'est sûr que bon, ça va être chez lui, quoi. En forêt, il y a des millions d'arbres et il donne rendez-vous à un arbre bien particulier à sa compagne. Pour reconnaître un arbre, t'as vu dans Koh-Lanta, pour retrouver l'arbre dans Koh-Lanta, là, dans l'émission de la fin, c'est dur quand même. Parce que Jean-Pierre, il parle aux oiseaux. Il y a un Arsène Lupin qui raconte ça, où le type se déguise après un vol en épouvantail, avec de la paille partout. Et il est immobile pendant des jours et des jours. Les flics sont autour et ils ne le voient pas. Et il se sert des pailles pour faire des petites pailles, des chalumeaux, pour boire de l'eau, et il tient comme ça pendant plusieurs jours. Il paraît qu'Ingrid Betancourt l'a demandé en mariage. Ce serait sympa. En tout cas, maintenant, on sait où est Bonbon, Stevie. Pas très loin de Melun. Pas très loin de Melun. Voilà. C'est pas loin, finalement, c'est pas loin de Paris. Mais c'est pas loin de Paris. Oh merde. Faut dire Melun. Parce que Melun, les gens, ils tiltent que c'est vraiment en banlieue parisienne. On oublie ce qu'on a dit, et on se retrouve avec Serge Liado dans un instant. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff. Et maintenant, on joue avec la musique. Europe 1, On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Bonjour Serge, je vous dis pas la pression que vous avez sur les épaules depuis hier. Hein. C'est terrible, je sais. Parce qu'hier, là, vous nous avez foiré votre truc, là. Tandis que là, franchement, là, ça va intéresser tout le monde. Rock Voisine, qui chante Ne viens pas, parce qu'il veut pas avoir d'enfants. Ne viens pas, c'est une chanson qui, en fait, aurait peut-être été inspirée par un autre titre signé Brian Kennedy. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et lui, Rock Voisine l'a enregistré en 2005 et en 2002, pour la première commémoration des attentats du 11 septembre 2001 à New York, et il y a eu cet air qui a été interprété. C'est un air populaire irlandais qui a été modernisé. Eh bien, les couplets n'ont rien à voir, et moi j'ai zoomé sur les refrains parce que là, il y a de la photocopie. Rock Voisine ne vient pas. Si j'ai bien compris, le refrain de cette chanson ressemblerait aux extraits de You Raise Me Up, tiré d'un air populaire irlandais. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Pleure tous en plus. Bravo Serge. Ah, c'est beau. Elle est très émue. Moi j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé Jean-Pierre Trébert en train de courir dans les bois. C'était extraordinaire quoi. Avec Mabrouk. C'est une force tellurique ces chansons-là. Serge, on se retrouve demain. Merci demain, Sergio. salut. Je vais vous demander maintenant pourquoi la caisse d'allocation familiale nous dit de faire attention au phishing. Pourquoi la caisse d'allocation familiale je sais. nous dit de faire attention au phishing? Je sais. Alors c'est une nouvelle un nouveau mode d'escroquerie sur Internet. Ouais. Qui prennent des institutions d'État comme mettons comme les impôts, les allocs, les impôts. Ouais. Voilà, donc c'est la bonne réponse. Mais qu'est-ce qu'ils font alors? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient un mail avec un fichier joint, et si tu cliques tout ça, ils t'envoient un mail avec un fichier joint. Et si tu cliques tout ça, et puis après, ou alors toi ils peuvent te dire que tu as gagné, que tu vas gagner et que tu dois récupérer de l'argent, tout comme ça. Puis tu réponds, tu renvoies, c'est toi. Puis tu te fais pirater. Et après ils peuvent avoir tes numéros de sécu ou de carte bleue. Et à partir de là, après ils te piquent du pognon. Excellente réponse de Titoff. Bravo. C'est bien, c'était concis. En effet, les services fiscaux et les... Faut pas me demander d'expliquer un truc, moi. Oui. Ça, Non, c'était clair, rapide. Je peux parler, tu vois, c'est comme ça que je peux parler sur scène pendant 1h30. C'est vrai que Titi, il est drôle. Je sais pas expliquer, voilà. J'ai un truc, c'est comme ça. Tu me demandes de faire un truc, d'expliquer, je peux pas. Quand ils commencent à broder, je commence à broder, puis, un spectacle de Titoff. J'ai 30, c'est une vanne, le spectacle de Titoff. Alors, c'est un mec, Alors, les caisses d'allocation. Non, mais en même temps, c'était bien expliqué. Oui. Les caisses, détaillé. Les caisses d'allocation familiale et les services fiscaux, entre autres, disent aux administrés de faire attention parce que effectivement, on peut recevoir en ce moment sur son adresse mail des propositions, soit des impôts, soit de la Sécu, soit donc de la caisse allocation familiale qui vous dit tiens, on a trop perçu, par exemple, ou vous allez recevoir tel remboursement. Donnez-nous votre numéro de carte bancaire afin qu'on vous rembourse. Or, la caisse d'allocation familiale prévient que c'est uniquement par courrier qu'elle s'adresse à ses administrés, jamais par mail, parce que effectivement, il y a des petits malins, et ça s'appelle le phishing, qui tentent d'escroquer les gens de cette manière. Alors, phishing, ça s'écrit P-H-I-S-H-I-N-G. Vous savez pourquoi, Jérôme Bonaldi? Ça correspond à la fois au fish, le fait de poisson, d'aller à la pêche à la ligne, numéro, la pêche à la ligne, et le phishing qui c'est, je sais plus ce que ça veut dire en anglais. Non, PH, ce sont les deux premières lettres de password harvesting, qui veut dire récolte de mots de passe. Voilà. Ça, tu vois, je le savais pas. et voilà pourquoi ça s'appelle le phishing ou le phishing, je sais pas comment on doit dire d'ailleurs, P-H-I-S
S-H-I-N-G. Mais j'ai surtout choisi cette information, non pas forcément pour qu'on retienne le mot, mais surtout pour vous prévenir de faire attention sur votre ordinateur. Vous recevez beaucoup de spam, vous, Stevie? Je sais pas, j'ouvre pratiquement jamais mon mail. Qu'est-ce qui ne marche pas dans 16% des cas? C'est la question suivante. Qu'est-ce qui ne marche pas dans 16% des cas? Une machine? Et il ne s'agit pas des objets présentés par Jérôme Bonaldi. Un objet? C'est un objet? Ce sera pour tout à l'heure. Ce n'est pas un objet. C'est beaucoup, 16%? C'est beaucoup. C'est moins qu'autre chose auquel on peut comparer ce qui ne marche pas dans 16% des cas. Les mariages ne marchent pas? Ah, bravo. Les Pax. Vous voyez que ça aide. Ah, les Pax. Les Pax. Bonne réponse de Titoff. Moi, j'ai entendu Titoff, j'ai pas entendu. Il avait dit avant. Le Pax, effectivement. Dans 16% des cas, les paxés se dépaxent. Alors, c'est moins que pour le mariage, parce que j'avais pas vu depuis longtemps le pourcentage pour les mariages. Vous savez dire combien de cas il y a? C'est un tiers, non? Plus que ça. 1 sur 2 en Ile-de-France. 45,5% des mariages. C'est mais presque combien de temps? Presque 1 sur 2. Ah bah, je sais pas combien de temps, mais enfin, en tout cas, ça tient pas. 1 sur 2. Ah bah, je sais pas combien de temps, mais enfin, en tout cas, ça tient pas. Généralement, c'est quand même pendant les 20 ou 30 premières années. C'est rarement au bout de 70 ans qu'on. Non, mais ça peut être plus court. Ça peut être au bout de. C'est au bout de 2 ans, oui. Peu importe, en tout cas, 45,5% des mariages donnent des divorces, c'est le taux de rupture. Pour les Pax, pour l'instant, on n'en est qu'à 16%, mais il faut dire aussi que c'est plus récent, c'est vrai, vous avez raison, puisque on fête aujourd'hui les 10 ans du Pax, 10 ans qu'on peut se paxer entre deux personnes, j'allais dire qui s'aiment, pas forcément qui s'aiment, mais en tout cas qui ont envie de partager leurs impôts, qui ont envie de... C'est très intéressant, hein. Ça veut dire que quand on choisit encore plus librement, sous-entendu le Pax, ça réussit mieux que quand on se marie peut-être sous la pression familiale ou vient la tradition, le mariage traditionnel, ça marche moins bien. C'est vachement intéressant. Mais non, mais c'est peut-être parce que ça fait que 10 ans aussi que c'est mis en service. Et puis peut-être qu'on reste en Pax, qu'on ne se dépaxe pas, mais qu'on ne vit plus ensemble. Le mariage, c'est plus compliqué. Que t'es pas obligé de te dépaxer pour te séparer. Voilà. C'est aussi compliqué de se dépaxer que de divorcer. Ah non, justement, c'est tout simple. Ça, je me suis renseigné. Ah, c'est ça la lettre que j'ai reçue, d'accord. Cher Joujou, il faut que je te parle. J'ai remarqué tes absences régulières le lundi. Voilà pour le Pax. D'autres questions après un peu de musique. Non, d'ailleurs, ce sera pas les questions. On retrouvera Jérôme Bonaldi. Non. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Roquet et de ses complices. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Jérôme Bonaldi est en train de brancher je ne sais quoi sur la table. Eh ben, ce je ne sais quoi, c'est bizarre, hein. Mais mettez pas votre tête dedans, Joujou, sans savoir ce que c'est. Enfin, vous êtes fous. Alors, c'est, pour ceux qui ont la radio, c'est une sorte de moule à cake dont on aurait enlevé le fond. En gros, un cylindre, tu vois, comme ça. On dirait un truc un peu extraterrestre. Et à la base, avec un autre gros cylindre, on se demande ce que c'est. Enfin, c'est en gros trou, quoi, tu vois. C'est indescriptible à la radio, le truc. Une casserole sans le fond. Voilà, une casserole sans le fond. Oui, mais grosse casserole avec un gros manche à la verticale. Ouais. Vous avez verticale sur un cylindre. Une roue, c'est une sorte de roue. Voilà, une sorte de roue. C'est une grande roue sur un socle. Ou alors ça fait comme les trucs pour faire les bulles, quand tu mets du savon dedans pour faire les bulles. Voilà. Non, mais en très gros. C'est une raquette de ping-pong géante, sauf que le cercle est creux. Voilà. C'est comme les Télétubbies. Voilà. Sur la tête. Bon, voilà. Là, je crois qu'on a compris. Merci. Et c'est blanc et gris à l'intérieur. Et à quoi ça sert? Alors, c'est un ventilateur. C'est un ventilateur. Non. Un ventilateur sans pale, sans hélice. C'est-à-dire on risque pas de se faire bobo dedans. Oh. Mais comment ça ventile? Alors, c'est une clim. dans la base, dans le manche de la raquette, vous voyez, il y a le moteur, brushless, silencieux et tout, qui normalement, quand on le met en marche, ça marche, mais là, ça marche pas parce que je viens de le casser. L'air, il va ensuite dans le bord de la raquette, et regardez le bord de cette raquette, ça rappelle une aile d'avion. Il y a, pour ceux qui ont fait un peu d'études, un extrados et un intrados. En gros, il y a un petit courant d'air qui va accélérer l'air. C'est un peu comme un réacteur. Et donc, vous avez de l'air qui est projeté vachement loin comme ça, d'une façon, silencieuse et absolument sans danger, et en plus assez belle. Le ventilateur, évidemment, se positionne dans toute direction. Il peut tourner comme ça. Tu as nous montrer un truc que t'as cassé? C'est un truc de fou, ça, parce que quand même, on aurait... C'est chouette, on aurait aimé voir que ça faisait de l'air. C'est parce que la prise électrique, mais il vient directement de Londres. Attends, t'es un scoop mondial, personne ne l'a vu. Les mecs du Figaro, ils attendent dehors d'Europe 1 pour voir le
comme avec, tu pouvais venir avec n'importe quoi et dire, tiens, ça fait de la chaleur. Je l'ai fait ce matin à 8h du matin, ça marchait. Voilà. À 8h du mat, ce matin, à l'aube, vous blanchez la campagne. En plus, ça nous aurait fait du bien parce qu'il fait chaud dans ce studio. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais alors, je vous le remonte la semaine prochaine, si vous voulez. Mais vraiment, il y a un vrai truc c'est cassé. C'est génial. Ça marche pas bien. Un verre Duralex. Tout le monde connaît les verres Duralex. Il y a le numéro en dessous. Il y a ton âge dans le fond. Le numéro, vous savez, pendant des années. Voilà, t'as 4 ans, ou tu vas te marier dans 4 ans, ça dépend des écoles et des cantines dans lesquelles il y avait ça. C'est 24. Le fameux verre Duralex qui a des milliers d'exemplaires. C'est beau. Quand on range les verres Duralex, on les empile. Ouais. Et qu'est-ce qu'on boit dans le Duralex? De l'eau. Oui. Et bien voici. Le Duralex à vin? Une cruche. Dont le bord est un verre Duralex. Ah, tendance. C'est magnifique. Regardez comme c'est tendance. Vous mettez les verres au-dessus de la cruche, ils s'empilent comme si c'était à la cantoche. Moi, je croyais qu'on allait boire quelque chose, on nous avait donné des verres. Non. Ah bah non, mais je trouvais ça marrant d'avoir fait une cruche, mais vraiment style cantoche, style de rien quoi, la cruche qu'on voit à des milliards et milliards d'exemplaires dans tous les restaurants ou dans toutes les cantines. Simplement le bord, c'est pas la première fois que j'en vois une ici. Hein. Le col est en forme de verre Duralex. Ouais, voilà. Et on trouve ça où? Dans toutes les bonnes librairies. Non, 3615 code Europe 1. On dit Europe1.fr. 3615 Jérôme. 3615. Le mec il vient présenter les nouveautés. Les nouveautés, il fait 3615. Les nouveautés sur 3615. Oh non. Il est revenu 15 ans en arrière d'un coup, tu sais. Et tout de suite, nous allons retrouver. Bon, alors, c'est génial, c'est un petit truc dans lequel on met une cassette et on peut se balader avec dans la rue. Moi, j'ai fait un son. Et alors, Catherine Langet, présentez-nous la suite. 93% des Français ont un lave-vaisselle. 93% des Français disent ah oui, il faut que je mette le produit dans le lave-vaisselle avant que démarrer le lave-vaisselle. 93% des Français, au moins une fois par jour, se disent eh merde, c'est chiant le produit qu'il faut mettre tous les jours. Heureusement est arrivé le distributeur automatique de produits de vaisselle, Finish, qui fait ça. Regardez, ça se vend comme ceci. C'est une sorte de, on dirait c'est gros comme un mug, voilà, que vous mettrez à l'intérieur de votre lave-vaisselle. Il y a une petite recharge et vous avez pour 12 vaisselles, enfin 12 jours, quoi, 12 jours quasiment. Différents. Vous ne vous occupez de rien, ça marche tout seul. Vous mettez la vaisselle, vous fermez la porte, hop, ça marche. C'est automatique. Enfin, déjà que, tu vois, genre, faut vraiment plus rien, quoi. Oui. Plus qu'à mettre des assiettes. Alors, par contre, je voulais me poser la question des gens qui lavent, tu sais, qui ont le lave-vaisselle, mais on te dit toujours après, il faut nettoyer d'abord l'assiette. C'est stupide, c'est super con, quoi. C'est un lave-vaisselle pour pas faire la vaisselle. Et il faut frotter d'abord. Il y a des gens Moi, je rince toujours. Mais non, vous gaspillez de l'eau, oui, d'accord, mais c'est très con. Bah oui, mais bon, on doit pas mettre tu vas pas mettre ta choucroute dans la vaisselle, hein, parce qu'après ça va graisser tes verres. Tu enlèves, évidemment, tu enlèves la vieille ménagère. Oh là là. Mais vous vous rendez compte qu'on est entre mecs là autour de la table, on parle de vaisselle. Ouais. Moi, l'autre fois, ce que j'ai fait, j'ai jeté l'assiette, j'ai mis la choucroute dans le lave-vaisselle. Autre chose, c'est un Montsavon au lait. Ah. Oui, mais comment faire, vieux comme le monde? C'est un Montsavon au lait. Ah. Oui, mais comment faire, vieux comme le monde? C'est un Montsavon au lait. Ah. Oui, mais comment faire, vieux comme le monde? Soyons à la mode. Qu'est-ce qui est à la mode actuellement dans l'alimentaire? Le smoothie. Eh bien, voici le premier savon qui se mange. Smoothie. Vous allez pouvoir vous laver les cheveux. Ça se mange. Ben, on a presque. C'est tellement. Alors, on est tellement proche de l'alimentaire qu'on peut. Oh, dire... attention, t'es passé dans le ventilo. Mais non, il y a un ventilo sans lame. Justement. Avant, c'était dangereux. Maintenant, ça l'est plus. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'il y a comme ça des modes. Tout le monde est smoothie. Je comprends pas. C'est quoi? Il y a 5 fruits, 5 légumes. Tu sais ce que c'est qu'un smoothie? Oui. Tu sais, c'est le jus de fruits. Tout le monde fait du smoothie. On a de la moutarde smoothie. Ça sent bon, hein. Ça sent le yaourt. Et ça sent les fruits. On peut le manger? Non, non, et quand même pas. Si, vas-y. Non, ne mange pas, non. Ah, c'est t'es con, toi, j'ai failli y goûter, moi. Tu me dis, si, ça se mange, machin, j'allais foutre ça dans la gueule. Il y a marqué douce onctueuse aux ingrédients naturels. Lait, cassis, cranberry et poudre d'amande. Autre chose, un dernier truc. Des tout petits pots de moutarde, maille. Ils arrêtent pas d'innover. C'est dingue. Ils font maintenant des collections, comme de la mode, des collections de moutarde. Ah, ça, moi, j'adore la moutarde. Ouais. Alors, je vous offre, c'est très, ils arrêtent pas d'innover. Moutarde aux noix et à la vanille de Madagascar. Pas mal. Voici moutarde, noisette et trompette de la mort. Moutarde, amande et abricot sec. Moutarde, pistache et orange. Ah non. Non. Et on peut se faire un shampoing avec. Mais non. Allez, Paul Verdus, dans un instant. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. L'homme de tous les challenges, Paul, a enquêté. Peut-être a-t-il appelé le Vatican, ou peut-être plus simplement dans la Sarthe, chez les Fillon, pour savoir ce que Benoît XVI, plus simplement dans la Sarthe, chez les Fillon, pour savoir ce que Benoît XVI et notre Premier ministre se sont dit pendant leur entretien d'une vingtaine de minutes. Bon, déjà, le Saint-Père était très content. Pourquoi il était très content? Parce que Pénélope, qui est irlandaise, s'est convertie au christianisme. Ah oui. Elle est catholique, et ça lui fait très 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 plaisir. Mais dans l'entrevue, elle n'était pas de l'entrevue. Elle et ses deux enfants, elles ont attendu dans un autre salon. Ah merde, alors il y avait qu'un tête-à-tête Fillon-Benoît XVI. Vous voyez, ça c'est déjà de l'information. Alors selon Radio Vatican et selon l'Observateur Romanais, 26 minutes d'entretien, et non pas 20 minutes comme on l'a dit. Ils étaient tous les deux dans la bibliothèque privée. Alors vous savez que le protocole, on a le droit qu'à un verre d'eau. Hein. On peut pas prendre un thé ou un café ou un verre de whisky, ça ne se fait pas. Merde. Donc c'est le verre d'eau. Alors c'est une audience peu habituelle. Hein. C'est même considéré comme un signe de bienveillance par le Saint-Siège. Ah très bien. Alors de quoi ont-ils parlé, Laurent? Oui. De Formule 1? Peut-être. Vous allez voir. D'abord, ils ont parlé de changement climatique, de réchauffement de la planète. Ils ont même parlé du film de Yann Arthus Bertrand. Vous voyez jusqu'où ça va, hein? Alors, bien entendu, il était là pour la canonisation de la petite sœur des pauvres, Jeanne Jugan, voilà. C'est parce que c'était le lendemain, la grande célébration. Alors, bon, le pape lui a offert une médaille de Saint-Christophe. Vous savez où on la met, la médaille de Saint-Christophe? Dans une voiture, alors que François Fillon est un grand pilote. Voilà. Alors donc, ils ont parlé à un moment de sa passion. Je parle pas grand pilote pour le gouvernement, hein. Je parle pour l'automobile, bien sûr. Moi, il m'aurait offert Saint-Rita. Alors, pourquoi? C'est quoi? Les causes perdues. Saint-Rita, c'est la sainte des coiffeurs, hein. Bah, merci. Ah bah, ça tombe bien. Alors donc, ils ont parlé de sa passion pour les voitures. Alors, ce qui est intéressant, ils ont parlé aussi, mais enfin ça, c'est beaucoup plus sérieux. L'influence positive, écoutez ça, de l'encyclique Caritas in Veritate. Hein, ça vous dit quelque chose? Non. Bah, c'est parler de Dieu et de la vérité, voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Je suis pas chroniqueur religieux. Je suis pas Jacques Duquesne. Hein. C'est vrai, ça c'est sûr. Bon, alors passons à autre chose. Alors, Jean Sarkozy, qui va vraiment diriger l'EHPAD? Si c'est lui qui en obtient la présidence, puisque on dit qu'il n'en a pas tout à fait la compétence, ça veut dire qu'il y aura des hommes savants autour pour le faire à sa place. Tout se met en place, Laurent, tout se met en place. Déjà, il faut savoir que le directeur général de l'EHPAD, c'est-à-dire l'établissement public de la Défense, le directeur général, celui qui tire les manettes, c'est Philippe Schex, c'est l'ancien secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine. C'est lui le technicien, le spécialiste. Bon, alors ça c'est la première chose. D'autre part, on met tout autour de Jean Sarkozy une équipe de choc. Ça veut dire qu'il y aura qui? Ça veut dire qu'il y aura Patrick Balkany, le maire de Levallois. Ouais. Il y aura Isabelle Balkany qui est sa marraine. Il y aura Alexandre Balkany qui filmera. Non, il y aura alors il y aura le maire de Boulogne, Christophe Baquet, le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski. Il y aura des experts, mais il y a ce qu'on appelle une task force. C'est-à-dire qu'il pourra pas faire de bêtises. Pourquoi il pourra pas faire de bêtises? D'une part parce qu'avec son père, tous les dimanches, quand il le voit, il parle boulot, et ils ont déjà depuis un moment parlé de ce job qu'il doit prendre en main le 4 décembre. Alors, dans cette équipe de choc, il y a Brice Hortefeux, qui est aussi le parrain de Jean. Il y a le conseiller spécial du président Sarkozy, Henri Guénaud. Et le tonton? Jacques Séguéla, conseiller spécial du président Sarkozy, Henri Guénaud. Et le tonton? Jacques Séguéla. Pierre Charon, il y a Séguéla. Lefebvre. Alors, je veux dire, si avec tous ces experts autour de lui, il n'y arrive pas, moi-même, je peux être président de l'EHPAD. Non, pas toi. Vous voulez vous postuler? Vous allez vous présenter? Écoutez, le job n'est pas rémunéré, mais on a le droit à une voiture de fonction plus des notes de frais. C'est vrai que votre Jaguar commence un peu à battre de l'aile. C'est temps qu'on m'augmente, en vérité. Et il y a rien pour le petit Louis Sarkozy dans les postes à responsabilité, là. Pour l'instant, non, le petit Louis, le tout petit, là. Le petit bonhomme. Je crois qu'il est président de France Télévisions l'année prochaine. C'est ça. Non, c'est ce que j'ai entendu aussi. Il est représentant des élèves de sa classe, peut-être, hein. On reste dans ce département des Hauts-de-Seine, puisqu'on va parler de Charles Pasqua, qui a brillé par son honnêteté pendant de longues années. Charles Pasqua qui va devenir chroniqueur dans l'émission Cactus sur Paris Première. Il va faire chroniqueur normalement. Alors, je disais pourquoi pas Lionel Jospin a perdu de vue ou DSK à l'île de la Tentation. Elle est bien bonne ça. Non. Ou Frédéric Mitterrand au Journal du Hard. C'est un peu n'importe quoi. Je vous explique. Charles Pasqua, il est dans sa 83e année. Ah oui. Il est sénateur. Bon.
Je l'aurais plutôt vu dans Faites entrer l'accusé. Bah oui. Voilà, je vous le fais pas dire. Ah, voilà, là il avait sa place. Hein. Déjà, l'émission, elle est en direct à 22h40. Monsieur Charles Pasqua, que je connais très bien, il est venu. J'en ai pas fait tout ce numéro. Il est venu dans mon émission il y a quelques semaines, Charles Pasqua. C'est un vieux monsieur qui s'est fait opérer récemment. Faire une émission tous les vendredis à 22h40, je dis que tout ça c'est de la pub, c'est un coup de pub. Je pense qu'il va venir une fois, mais qui viendra pas deux fois. Qu'est-ce qui se passe autour de Diams? On nous annonce en tout cas un très bon album de la jeune chanteuse qui avait cartonné avec son album précédent, La Boulette. Là, on nous dit que c'est du même niveau, sinon mieux. Mais on nous dit qu'en revanche, elle ne parlera quasiment pas parce qu'elle ne veut pas qu'on l'interroge sur sa conversion à l'islam et qu'elle n'apparaîtrait désormais que tête couverte. Est-ce que c'est vrai tout ça? Bon, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est une opération de marketing savamment organisé pour que ce disque soit un succès? À ça, je vous répondrai non. Est-ce une crise mystique? J'ai comme l'impression qu'elle est vraiment et sérieusement entrée dans la religion. D'ailleurs, dans son disque, il y a plusieurs chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Lily, qui raconte le destin d'une femme voilée, d'une musulmane rejetée. Tout ça semble assez autobiographique. Hein. Alors, est-ce que c'est son mari qui lui a demandé de porter le voile? Voilà, c'est les trois questions qu'on peut se poser en tous les cas. Mais vous n'avez pas répondu à la troisième, je vous signale. Reposez-moi la question, j'ai pas bien entendu. Est-ce que c'est suite à son mariage qu'elle porte le voile? Voilà, c'est ça, c'est suite à son mariage avec Aziz. Vous avez ma réponse ou pas? Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Hein, ouais. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que tout va bien parce que les précommandes de la FIAC et des autres grands distributeurs, ça cartonne déjà alors que le disque ne sort qu'au mois de novembre. Je peux vous dire, Laurent, que c'est déjà archi-booké à la Cigale le 20 décembre. Idem pour l'Olympia et l'Élysée-Montmartre. Elle n'a pas de souci à se faire pour son comeback. Hein. Paul, merci pour toutes ces infos. Non, c'était pas mal aujourd'hui, franchement. Bon, écoutez, je suis ravi, mon cher Laurent. Je pense même qu'on va vous garder pour le coup. Oui, pensez à l'augmentation, au fait. Hein. En tout cas, jouez avec nous, essayez de découvrir qui est déjà caché dans la loge d'honneur. Puisqu'on me signale que notre invité d'honneur est déjà arrivé. Ce sera après les titres de 18h. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous m'entendez bien, apparemment? Très bien. Hier, notre invité était François de Closet. Dans les jours ou semaines qui ont précédé, on a reçu aussi bien des comédiens ou des comédiennes comme Michel Larocque, Nicoletta, des chanteurs aussi différents que Marc Lavoine ou Francky Vincent. Et vous n'étiez pas là quand on a reçu Francky Vincent, Fabrice. Vous avez été déçu ce jour-là. C'est génial. Des écrivains, Patrick Besson, ou même évidemment des politiques. On a eu Daniel Vaillant, Corinne Lepage, on a eu Zorro aussi. Ça vous a marqué, Zorro. Hein. Oui, chaque fois. Toutes sortes d'invités. Tout est possible dans cette loge d'honneur qui est là aujourd'hui. À vous de poser des questions. Et invité d'honneur, vous ne répondrez que par oui ou par non. Ou, bien sûr aussi, vous y êtes autorisé par des phrases courtes dans tous les cas. Est-ce que vous êtes un sportif? J'aimerais bien. Vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un sportif? J'aimerais bien. Vous êtes une femme? Non. Une femme, non. Il a dit non. Il a dit non. C'est un nom, ça? Ah, d'accord. Ah, c'est un nom. Donc c'est un homme un peu âgé. Vous avez plus de 50 ans? À peine 50 ans. Bon, ça va. La voix est bien déformée aujourd'hui. On va pas trouver, hein. Je suis sûr que là, même quand vous dites oui, on comprend non. Vous êtes français ou soviétique? Français. Français. Vous êtes un artiste? À vous d'en juger. On peut pas savoir. D'après la voix, on peut dire oui, mais c'est oui ou non là. C'est une bonne réponse. À vous d'en juger. Vous jugerez tout à l'heure. D'accord. Alors, est-ce que vous chantez? J'ai déjà chanté, c'était pas terrible. Ouais. Mais sinon, d'accord. Mais sinon, mais à part ça, comment ça va? Notre invité a déjà chanté, mais ça n'est pas son métier. Ah, il comprend en fait. On a un traducteur de robot. Est-ce que vous avez chanté au Resto du Cœur? Non. Alors, la chanson est votre activité principale. En partie. En partie. En partie. Est-ce que vous écrivez? J'écris aussi. Des livres? Non. Est-ce que vous êtes présentateur télé? J'ai fait en quelque sorte de la présentation
connais, mais ce n'est pas mon métier. D'accord. On va dire je peux m'adresser quand même aux auditeurs, Oui. si jamais ils viennent d'écouter la radio, ils sont dans leur voiture. Vous êtes sur Europe 1, on va se gêner, hein. On va quand même préciser qu'effectivement, notre invité n'a jamais présenté d'émission télé, mais on l'a vu très régulièrement à la télévision à une certaine époque. En tant que chroniqueur Chroniqueur, c'est pas le mot. Intervenant, voilà. Est-ce que vous couriez dans une forêt récemment? Est-ce que vous avez fait partie de l'époque des yéyés? Non. Non? J'ai dit à peine 50 ans. Donc vous écrivez des livres, vous avez fait des chansons qui en ont fait des disques? Oui. Des livres qui ont été publiés, qui ont été bien vendus? Un livre. Pas de livre. Ah, vous avez écrit quand même, en tout cas publié et écrit quelques livres tout de même. Non. Vous n'avez pas coécrit un livre en 96? Oui. Ah, quand même. Notre invité a coécrit un livre en 96 et voici un indice qui correspond à ce livre. Le premier départ à Gogo, Daniel Bailey est en tête et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 958, record du monde. Usain Bolt recule les limites du verre. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras. Il a été au bout. Et cette fois, la classe encore une fois a parlé. Usain Bolt sous les 9,60. Le record du 100 mètres de Usain Bolt, vous êtes d'accord, c'est un bon indice? C'est bon, mais ça va les égarer. Ça va les égarer, mais c'est le but. Est-ce que vous êtes commentateur sportif? Non, pas du tout. Vous avez écrit un livre sur l'athlétisme? Oui, par hasard. C'est celui-ci que vous avez coécrit en 96. Exact, monsieur. D'accord. Vous étiez sur Canal+ à une époque? Non. Un livre sur l'athlétisme. Est-ce que vous avez fait beaucoup de scènes avec vos albums, vos chansons? Personnellement, non. N'en dites pas plus, le temps de quelques publicités et nous revenons avec notre invité d'honneur. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On retourne dans la loge d'honneur dont va gêner retrouver Laurent Ruquier et ses complices et il faut avouer que le mystère demeure sur l'invité. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il va falloir que ça se précise quand même, parce qu'on sait que notre invité est un homme, qu'il a plutôt moins de 50 ans, que cet homme a écrit des livres, qu'on l'a vu régulièrement à la télévision, mais qu'il n'animait pas lui-même d'émissions. On sait aussi qu'il a un lien avec le monde d'émissions. On sait aussi qu'il a un lien avec le monde d'émissions. On sait aussi qu'il a un lien avec le monde de la chanson, mais qu'il ne chante pas lui-même. J'ai bien résumé l'affaire? Exactement. Bon, des chansons. Pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre sur l'athlétisme? Un coup de cœur, parce que j'ai eu un contact avec Carl Lewis. C'est un hasard, mais qui n'a rien à voir avec ma carrière actuelle. C'est quelque chose qu'on ne savait pas trop sur notre invité. C'est vrai que j'avais mis cet indice un peu pour vous égarer, pour vous piéger. Mais j'en ai un deuxième indice que vous allez écouter. Eh bien, Madame Kennedy, mère du candidat démocrate à la présidence de la République des États-Unis, est une femme courageuse et elle a préféré subir debout le supplice de l'interview. Madame Kennedy, vous nous faites une heureuse surprise. Vous parlez le français. Où l'avez-vous appris? Je l'ai appris quand j'étais petite fille, oui, au couvent du Sacré-Cœur. Madame, est-ce que votre fils John parle le français lui aussi? Un peu. Il aime la France et sa femme aussi, parce qu'elle est d'origine française. Alors vous avez reconnu... Facile, c'est vous qui avez tué Kennedy? Vous êtes le fils caché de Léon Zitrone. Non, mais effectivement, vous avez bien reconnu Léon Zitrone qui interrogeait Rose Kennedy. Là, vous avez compris, vous, cher invité d'honneur, pourquoi nous avons passé cet extrait. Oui, parce que j'ai eu la chance d'être, je pense, la dernière personne à avoir travaillé avec Léon Zitrone. Sur les grands événements du XXe siècle. Exact. Est-ce que vous faisiez un autre métier avant d'être dans la télévision, la chanson et tout ça? Oui. Guy Lux? Il est mort, Guy Lux. Tout le monde a fait un autre métier avant. Il est mort, Guy Lux? Oui. Putain, personne me dit Vous rien. avez connu Guy Lux? Oui. Vous avez travaillé avec Guy Lux? Non. Oui. Mais je vais vous donner un troisième indice. Pendant que Jérémy Michalak, je crois, est en train de froncer les sourcils, et je pense que Jérémy est peut-être un des premiers à avoir identifié notre invité, mais il n'en est pas sûr encore. Je vous donne un troisième indice.
Ça vous dit quelque chose, Jérôme Bonaldi? C'est une musique de film, Les Chariots de Feu? Non, c'est pas Les Chariots de Feu. Personne n'a identifié le film autour de la table. C'est pas... Christophe Colomb? Bon. Non. C'était beau, hein. Un autre indice. Oui, bien sûr, allez-y. J'ai battu régulièrement un des chroniqueurs qui est à la table. Vous avez battu régulièrement un des chroniqueurs À quoi? Vous l'avez battu au poker? à cette table. C'est Stevie dans des clubs un peu particuliers? À quoi? Vous l'avez battu, le chroniqueur, au poker? Oui. C'est Titeuf que vous avez battu au poker? Oui. Non mais ça, tout le monde l'a battu au poker. Voici donc un indice sonore supplémentaire, très facile celui-là. Alors Stevie, vous avez reconnu? 4 saisons, c'est les 4 saisons de Vivaldi. Non, c'est pas Vivaldi, ça. C'est pas Vivaldi. Est-ce que c'est un... Jérôme, c'est à la... Non, mais enfin, quand même, si vous connaissez pas, c'est Mozart. Jérôme, il connaît. Ah, Purcell. Pardon. Non. Jérôme, il connaît si c'est une musique de pub, de toute façon. J'ai une bande d'incultes C'est la autour de flûte enchantée. Mais alors c'est Ah, Christian Morin. Mais... Cher invité d'honneur, je suis sous la table de honte. C'est excellent. Ah, je suis mort de rire, mais mort de rire. Un peu de pub et on se retrouve après, mais à mon avis, là, va falloir trouver maintenant. Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Je réfléchis, je vois vraiment pas qui m'a gagné au poker. Moi, j'ai trouvé. Là, quand même, si vous n'êtes pas capable de me dire le compositeur de cette musique... C'est André Rieu, on a tous reconnu. Alors, à votre avis... non, c'est Mozart. C'est Mozart. Oui, c'est Mozart. Et alors, à votre avis, qui... Est-ce que la personne qui est avec nous est un ancien polytechnicien? Ah, c'est Dovatia! Voilà. Dovatia, bonne réponse de Titoff et Jérémy Michalak. Dovatia qui va nous rejoindre dans ce studio pour Mozart, évidemment. Il est le producteur de la comédie musicale Mozart. Dovatia qui nous rejoint. L'opéra rock Dove Atia Mozart, un succès de disque, un succès de scène aussi. Bonjour Dove Atia, il est très poli, il fait le tour de la table. Installez-vous, je vous en prie. Ils n'ont même pas été capables de reconnaître. Mais je pouvais pas trouver, il m'a jamais gagné au poker. De reconnaître Mozart, alors quand Mozart, même. j'ai reconnu, moi. Vous avez reconnu Mozart? J'ai reconnu la flûte enchantée. Oui, la flûte enchantée. De Christian Morin. C'est le concerto 23. Non. En plus, c'est même pas la flûte enchantée. Le concerto numéro 23. Et puis en plus, Christian Morin, vous vous rendez compte? Ça, c'est drôle. C'était très drôle. Faut le garder, ça sera dans... Quand je pense, oui, mais ça c'est très bien, je vais vous dire, Dovatia, parce que ça n'est que meilleur pour votre spectacle, parce qu'il y a certains puristes qui disent ah oui, comprenez Mozart, on n'a pas le droit de spectacle, parce qu'il y a certains puristes qui disent ah oui, comprenez Mozart, on n'a pas le droit de spectacle, parce qu'il y a certains puristes qui disent ah oui, comprenez Mozart, on n'a pas le droit de lui faire ça. Maintenant, ça prouve qu'il y a encore besoin d'apprendre un peu qui est Mozart. Effectivement, il y a des puristes qui l'ont dit et qui l'ont dit bien violemment. D'ailleurs, hier, j'ai eu la chance de boire un verre avec Milos Forman et qui me disait qu'il le boxeur. Le dent, exactement. Donc Milos Forman qui a fait donc le film Amadeus, qui a réalisé le chef-d'œuvre Amadeus et qui me disait qu'il a connu exactement la même chose à la sortie de son film. Et c'est vrai que on n'a pas l'ambition de faire des concerts, des œuvres de Mozart. Non, on raconte l'histoire, la vie de Mozart. Et c'est au Palais des Sports. Ça a commencé depuis combien de temps maintenant? Depuis exactement 3 semaines, je crois. Vous ne jouez pas tous les soirs, ça veut dire que vous protégez la voix des... On joue tous les soirs sauf le lundi et mercredi. Bon, voilà, oui. C'est-à-dire s'il y a une relâche toujours, puisqu'il joue 2 fois le samedi. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais Mozart, c'est ambitieux. C'était pas plus simple de faire Richard Klederman ou un truc comme ça? J'ai essayé, j'ai pas eu les droits. Ou Christian Morin pour faire plaisir. Il n'y a pas d'équipe 2. J'ai pas eu les droits non plus. Il y a 2 équipes ou pas?
Non, il n'y a qu'une seule équipe. Non, c'est celle qu'on voit à la télé, c'est les mêmes. Ouais. Alors, j'allais dire, la vedette, c'est vraiment Mozart, parce qu'on connaît à peine les noms des chanteurs qui interviennent dans ce spectacle, contrairement à des précédentes. Oui, parce que hélas, il n'y a plus d'émissions de télé, de variété. Vous savez, depuis un an, elles ont disparu. Il n'y a plus d'émissions. Donc, pour faire la promotion de spectacles musicaux, c'est très dur. Donc, c'est vrai, on les connaît par les clips. Donc, la vedette, c'est Michelangelo Lecomte. Donc, qui chante T'as tout moi. Mais il y a aussi Florent Motte qui chante la Sa Symphonie où il va en crever avec Michelangelo. Il y a la petite Mélissa Mars. Mélissa Mars. Claire Perrault qui était dans Cabaret, qui est extraordinaire. Voilà, Laurent Solal et Maëva. Voilà, et Merwan Rim qui était dans Le Roi Soleil. Vous allez faire un concert ou pas? On y réfléchit. Alors, il faut peut-être revenir quand même sur quelques-uns des indices qu'on a donnés tout à l'heure, parce que Dovatia, effectivement, a coécrit avec Albert Cohen un livre sur les records du 100 mètres, c'est bien ça? Exact, c'était il y a quelques années. C'est juste un coup de cœur parce qu'on a eu accès à Carl Lewis, qui était mon idole absolu. Alors ça, c'était un peu. Et il nous avait fait la préface de ce livre. Ça, c'était pour les égarés, évidemment, oui, parce exact, que peu de gens le savent. Léon Zitrone, c'était aussi assez difficile parce que peu de gens savent qu'effectivement, vous avez réalisé avec Léon Zitrone une collection de vidéos sur les grands événements du XXe siècle. Vous êtes un des derniers à avoir bossé avec Léon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous en avez un bon souvenir? Excellent. Moi, le souvenir que j'avais, c'était sa femme qui me disait, Dove, je vous en prie, il est malade, faut pas qu'il mange gras. Je compte sur vous. On arrive au restaurant, qu'est-ce qu'il commande? Un pied de porc. Mais c'est systématique. Mais Dove, je vais crever de toute façon, alors, laisse-moi profiter. Et alors, cette musique qu'ils n'ont pas identifiée, évidemment. Ça, c'est la musique d'Autant en emporte le vent, puisque Dovatia a aussi produit la comédie musicale Autant en emporte le vent. Combien de comédies musicales en tout? C'est ma 6e Mozart. J'ai démarré avec les 10 commandements, avec la magie incroyable des 10 commandements. Après, il y a eu Autant en emporte le vent. Après, j'ai fait Les Hors-la-Loi avec des artistes handicapés, qui a été mon plus beau souvenir, qui restera toujours mon plus beau souvenir, qui était magnifique. Le Roi Soleil. Le Roi Soleil. Ça a été un bide, hein, ça vraiment, ça a été. C'est un très beau spectacle, mais très difficile. Vraiment catastrophique. Dès qu'on parle d'artistes handicapés, ça fait peur aux gens. Voilà, et le Roi Soleil, c'était pas pour les handicapés. Non, le Roi Soleil, non. Essayez pas de changer de sujet. Hein. Après, il y a eu Le Magicien d'Oz et Mozart. Et Mozart, l'opéra rock au Palais des Sports en ce moment. Ça tournera. Mozart. Et Mozart, l'opéra rock au Palais des Sports en ce moment. Ça tournera. Mozart. Et Mozart, l'opéra rock au Palais des Sports en ce moment. Ça tournera, Mozart, c'est facile à tourner. Oui, on démarre une tournée dans toute la France qui démarre en fin janvier. C'est très lourd. C'est très lourd. Combien de personnes à déplacer? Ah, c'est beaucoup. Ouais. C'est 18 semi-remorques. Parce qu'il y a 400 costumes, 200 perruques, il y a 18 tableaux de décors différents. C'est un spectacle d'époque avec des costumes et donc c'est très lourd. Il faut y aller quand même. Hein. Et vous avez réussi en tout cas à faire des tubes, des chansons qui composent. Ça, c'est quand même la gageure. Fallait le faire quand même, réussir à faire des tubes avec cet opéra rock Mozart. Par exemple, Tatoue-moi, dont voici un extrait. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te blesse. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures, te tatouer sans mesure. Sans mesure. Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sous tes draps, dérivons jusqu'à l'outrance. Chantons pour les bienséants, les délices de l'indécence. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Allez, on marque une toute petite pause et retrouve Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur, le producteur Dovatia. C'est l'invité d'honneur, le producteur Dovatia. Depuis le 22 septembre au Palais des Sports, Mozart, l'opéra rock. Notre invité d'honneur, c'est Dovatia qui produit ce spectacle.
Et pour revenir sur tous les indices précédents, rappelons évidemment que Dov Atia faisait partie du jury de la Nouvelle Star pendant combien d'années? 5 ans. Ouais. Voilà, c'est l'émission télé qu'on évoquait tout à l'heure. Il ne présentait pas l'émission, il n'en était pas vraiment chroniqueur non plus, il était simplement juré, faisait partie du jury auprès de Marianne James, Manu Katché à l'époque. Et André Manoukian. Manoukian. Et alors, il va rempiler André Manoukian ou pas cette année? Parce que c'est ça la question que tout le monde se pose. Je pense, oui. Il remplira Et vous, jusqu'à vous n'avez vie. pas envie de revenir, vous? Non, parce que j'aime bien partir sur des beaux souvenirs. C'est une des plus belles histoires, une belle expérience que j'ai vécue. Et puis. Pourquoi vous avez la varicelle? Non. Il y a un qui rend je suis pas très au courant, mais ça va reprendre pourtant les castings. Tout le monde continue à part M6, je crois. Donc. Tatoue-moi, la chanson qu'on a entendue là, juste avant la pub, c'est expliquer la chanson dans le spectacle. Je disais tatoue-moi sur tes seins. En fait, c'est Mozart qui s'adresse à la ville de Paris. Tatoue-moi sur tes murs un futur à composer. Parce que Mozart, il arrive à Paris plein d'espoir en pensant qu'il va vraiment s'y imposer, puisqu'enfant il était la star. Mais là, il est plus le jeune enfant prodige. Et là, c'est terrible parce qu'il va être humilié. Sa mère va mourir à Paris dans des conditions misérables et ça restera un très mauvais souvenir pour lui, la ville de Paris. Et oui, Titoff. Non, je veux dire, toi, t'écris quoi, les paroles? Merci, Titoff. Je suis boulot, voilà. Parce qu'on voulait faire l'émission On va se gêner en comédie musicale, je sais pas si vous pouviez la produire. L'émission comédie musicale? Oui, ça marche parce que Stevie a une chanson. Parce que Stevie. Si, Stevie. C'est notre Suzanne Boyle. Alors, ah oui. Oh bah merci toi connasse. Attends, Suzanne Boyle. En moins vierge. Attends. En moins vierge. C'est méchant. Et en moins cher. Non, c'est méchant. Mais moi, je veux bien qu'on fasse ce jury, là. Alors, Dove. Attends. Je dois me déplacer, il faut que j'aille de l'autre côté. Je suis assis à côté de lui. Il y a que 4 jurés, Attention. Il y a que 4 jurés, Ouais, moi je fais le présentateur. Mesdames et messieurs, il vient du Mans. Il est un peu ému parce qu'il sort à peine du catéchisme et il se présente devant vous pour la première fois avec la chanson que Monsieur le curé lui a apprise. Dov Atia, ouvrez grand vos oreilles. Où es-tu? Qui es-tu? Il fait nuit, je suis perdu. Trace une ligne. Fais-moi un signe. Dis-moi où te caches-tu? Voilà. Bah écoutez, je le vois rire ironiquement, mais alors que c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'émotions, de sensualité surtout dans cette voix. La sensibilité. Sensibilité. Mais tu devrais te lâcher un peu plus. C'est ce que lui disait le curé aussi. Mais si. Que tu es sensible. Oh non, arrête. Moi Mon curé qui n'a jamais eu un geste déplacé. C'est pas vrai. En plus. Parce qu'il a juste une fois caressé les cheveux comme ça. Est-ce qu'il va demander l'avis des jurés, Monsieur Titoff? Non, Marianne James. C'est pas mal. Mais tu joues trop sur ta voix, sur tes facilités, en fait, sur ton don vocal. Je pense que il faudrait que tu travailles un peu plus. Sur tes dons vocaux, peut-être. Moi, j'ai envie de te garder avec nous. On manque actuellement en France de chanteurs virils comme ça, et je trouve intéressant de... Jérôme Bonaldi. Et si tu pouvais danser en même temps, ça serait bien. Il faut vraiment que tu fasses. Oui. Alors, c'est de la radio, Jérôme, c'est de la radio. Joue plus avec ton corps. Et Joujou pour terminer. Moi je dirais que tu as une bonne musicalité. J'ai envie de te voir à Paris. Joujou pour terminer. Moi je dirais que tu as une bonne musicalité. J'ai envie de te voir à Paris. Mais j'aimerais entendre un deuxième titre. Ils disent ça comme ça, pas quoi dire. Allez, on ira tous au Palais des Sports applaudir Mozart et ceux qui interprètent et jouent Mozart sur cette scène du Palais des Sports depuis le 22 septembre dernier. 2 CD, un DVD aussi dans un joli coffret pour ceux qui n'ont pas encore la chance de monter à Paris voir le spectacle, mais il ira bientôt chez vous, peut-être en tournée, ce spectacle. Dans les Zéniths, j'imagine. Oui, parce que c'est un gros spectacle, donc ça rentre que dans les Zéniths. Et autres grandes salles de France, pour l'instant à Paris au Palais des Sports. Merci Dov Atia. Merci tout le monde. À demain 16h. Bien sûr, à demain 16h, très cher Laurent, pour On va se gêner.